Comment je vous dirais bien ça? Ma prochaine invitée est d'une générosité immense. Elle fait le bien autour d'elle, elle prend soin des gens qui sont précieux à ses yeux parce que dans son livre à elle, c'est la moindre des choses de redonner. Au niveau professionnel, sa passion pour les arts de la voix, et ça je pense entre autres à la narration, le chant et l'animation, mais ça l'a menée vers un chemin qu'elle n'appréhendait pas du tout au départ. Et finalement aujourd'hui, il semble qu'elle ne voudrait plus rien changer. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, voici la brillante tête de cochon, Caroline Côté. Bonne écoute! Caroline Côté, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis très énervée pour plein de raisons parce que pour expliquer un peu aux gens, nous, on s'est connus sur le plateau d'En direct de l'univers. On a travaillé ensemble, on a appris à collaborer, à travailler, on a vécu plein de belles choses. Puis, je nous décrirais quand même comme deux grandes âmes. Quand on se met à jaser, ça peut aller loin. On peut aller dans tous les sens. Puis c'est tellement ce qui est beau de la vie, je pense, de pouvoir jaser, discuter, éveiller les consciences, juste naviguer à travers plein de sujets, puis en apprendre sur l'autre, amener des réflexions. Fait que c'est un peu ça, en fait, qu'on recrée. Mais il y a plusieurs choses quand même. Il y a ton parcours. Il y a aussi un événement très, très, très spécifique que tu as vécu dernièrement que je veux qu'on mette en lumière parce que ça semble avoir été assez chamboulant à plusieurs niveaux. On y reviendra, mais je veux commencer par les débuts, les premiers balbutiements de la jeune Caroline. Puis c'est drôle parce que quand je préparais mon dossier de recherche, le titre, ça s'appelait « Amoureuse de la vie, écouter son cœur ». On dirait que c'est comme ça que j'avais le goût de partir ça. Puis quand on lit ta biographie, on se rend compte que tes passions, dès le début, l'art de la scène, c'est quand même quelque chose qui gravite autour de toi, qui t'anime et le fait aussi que, tu fais des annonces de pub de shampoing dans ton bain puis t'es super jeune. Fait que, on sent que la communicatrice est pas loin non plus. Exact. Comment tu décrirais, comment tu t'es forgée en fait, à travers l'art de la scène puis la communication qui est arrivée un peu plus tard dans ta vie? Écoute, je dois absolument partir vraiment de la base qui est ma jeunesse. Donc, déjà, toute jeune, là, je dirais peut-être, mettons, à l'âge de 2 ans, là, moi, j'étais la deuxième dans la famille du côté de ma mère, dans les enfants. Et donc, j'ai grandi dans un monde d'adultes très jeunes et je suis fille unique. Et la première fille de la famille. Et donc, j'ai eu beaucoup d'attention. Une famille très extravertie du côté de ma mère, très vivante. Donc, on me faisait souvent chanter des chansons. On me faisait danser. Donc, déjà très jeune, je me donnais en spectacle. Et j'ai d'ailleurs des vidéos là, à l'appui. Une, entre autres, qu'on me voit, là, tu sais, Ami Gérard, lève ton verre, puis, tu sais, cha-cha-cha, puis tout ça, là, tu sais. Donc, ça a commencé vraiment tout jeune. Puis après ça, je dirais, même à la maternelle, je chantais du Mitsu. Mitsu qui était mon idole vraiment quand j'étais jeune. Donc, j'étais toujours en train de chanter, en train de danser. Puis dans cette entrevue-là qu'on avait donnée à la garderie devant des caméras, que j'ai encore à la maison sur cassette, bien sûr, j'aime la caméra et je veux être devant, même quand c'est pas mon tour de faire la petite entrevue. Tu comprends? Puis là, je pose, puis j'ai des longs cheveux, puis tout ça. Et dès le primaire, je veux être représentante de classe. C'est moi qui fais les messages à l'intercom. Comme tu l'as mentionné, je faisais des annonces de shampoing dans mon bain. Fait que ça a toujours été de façon très naturelle. Et un point tournant, je dirais, c'est en 6e année, il y avait une pièce de théâtre, puis on m'a prise pour faire partie de cette pièce de théâtre-là et je jouais le rôle, ça s'appelait Docteur Psycho. Donc, je pense que j'avais déjà une belle facilité de communication, puis c'était un rôle assez difficile avec plein de termes inventés, là. Donc, je pense qu'on avait perçu en moi quelqu'un qui était capable de pouvoir facilement apprendre un texte avec des mots difficiles et tout. Et là, j'ai eu vraiment la piqûre. C'était la femme de Claude Stében, capitaine Cosmos, qui avait monté cette pièce de théâtre-là. Et par la suite, au secondaire, je me suis toujours inscrite dans l'option théâtre. Et par la suite, au cégep, j'ai fait du théâtre. Et tout mon secondaire, j'ai fait de la danse également.
Et j'ai aussi, à un moment donné, à l'âge de 15 ans, pris des petits cours de chant. Donc, j'ai vraiment eu toujours cette passion-là pour ces trois aspects des arts de la scène. Et par la suite, au cégep, j'étais en théâtre. Il y avait de la comédie musicale. Alors là, j'ai fait de la comédie musicale au cégep pour ensuite, donc, avoir un DEC, un prix universitaire en théâtre. Et pour par la suite aller faire Lionel Groulx en théâtre musical. Et à un moment donné, un autre point tournant, ça a été la grève étudiante en 2005. Je vois que les élèves revendiquent le fait que ça coûte cher. Je me questionne moi-même sur ma vie parce que malgré que le fait que là, je suis très artistique, j'ai quand même un côté très terre-à-terre. Je viens d'une famille qui est très... qui a toujours eu le même emploi, que la routine était très présente. La stabilité. Oui. Alors là, dans ma tête, il y a un côté qui est... Tu sais, il y a un côté de moi qui est très... les arts, tu sais... tout ça, et il y a un côté de moi qui est comme, oui, mais est-ce que je vais gagner ma vie avec ça? Puis est-ce que ça va être payant? Est-ce qu'on va me choisir? Tu sais, ce manque de confiance-là, etc. Et donc, je n'ai pas continué ces études-là. J'ai quitté pour aller faire un bac en communication à l'Université de Sherbrooke. Ça a été très difficile. Difficulté d'adaptation, crise d'anxiété, changement de vie total parce que ma vie était un long fleuve tranquille. J'ai été aussi dans une famille, j'ai été très surprotégée. Puis j'ai tout le temps eu une vie très facile de succès et facilité à me faire des amis, etc., etc. Beaucoup de stabilité, beaucoup de routine, etc. Donc, je me suis mise à l'épreuve et malgré tout, avec de la psychothérapie, de la médication et du soutien vraiment de mon conjoint et de mes amis et tout ça, de ma famille, je suis parvenue à faire mon bac en communication pour finalement, c'est ça, me rendre compte que ma passion, c'était vraiment, parce que ma passion était la scène. Alors, comment je pouvais aller retrouver le fait de faire de la scène ou de me retrouver devant des gens? Bien, c'était par le média, justement, des communications, donc radio, télé, animation. Et c'est là que, par moi-même, j'étais assez autonome et autodidacte pour aller cogner à des portes. Donc, j'ai pu être animatrice à la radio à Green Bay. J'ai fait de la télévision communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je te verrais Miss Météo à Météo Média. Fait que mon chum et moi, on est partis au Fort Chambly. Moi, je viens de Chambly. Alors, j'ai fait un segment météo, une journée qui faisait quand même assez froid. Là. Je pense que c'était en novembre ou en décembre. Je me suis fait un démo maison avec l'aide de mon chum, bien sûr. Et j'ai envoyé ça à Météo Média. J'ai passé un test parce qu'on me rappelait pour me dire qu'on avait de l'intérêt. Donc, j'ai passé, comme on dit dans le jargon, un screen test et j'ai été engagée. Donc, si je me souviens bien, là, à l'âge de 24 ans, j'étais animatrice à Météo Média. Puis, par la suite, ben, je faisais de la radio, de la télé, mais c'est dans ces deux médiums-là, je n'étais pas devant un public en tant que tel. Donc, si on retourne à la base, ce qui me nourrissait, ça a toujours été de me donner en spectacle, d'avoir un public. Et donc, l'animation corporative est arrivée à moi de cette façon-là. Donc, lorsque je suis sur scène, bien sûr, c'est pas moi qui est en spectacle. Je mets en lumière des gens, puis je livre de l'information. Mais là, on se rappellera aussi que je faisais des annonces de shampoing et tout. Fait que, tu sais, comme, on dirait que le métier a toujours été en moi. Puis quand je me rappelle de mon passé, ça explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que la petite Caroline rêvait de graviter dans les médias et dans le domaine artistique, tu sais, quand tu étais plus jeune, parce que tu le faisais de manière intuitive, avec un grand naturel, avec beaucoup de plaisir, mais est-ce que ça habitait tes rêves? C'est vraiment une très bonne question parce que je pense que je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Par contre, j'ai toujours énormément consommé de radio. La radio a toujours été ouverte à la maison et la télévision, dès que mon père arrivait, la télévision était ouverte jusqu'à temps qu'on se couche et j'ai beaucoup consommé de télévision, de téléromans, d'émissions. Et donc, je ne pense... En fait, quand j'ai voulu être comédienne, c'est vraiment là, ce point tournant-là de ma 6e année et plus spécialement là, au secondaire. Mais est-ce que depuis que je suis toute jeune, je m'étais dit que j'allais faire ça dans la vie? Je ne pense pas. C'est arrivé vraiment un petit peu plus tard. Donc, c'est une très bonne question. Mais quand tu étais au secondaire,
bon, là, tu es animée par le théâtre, un peu de chant, la danse, tout ça, qui nous amène aussi à la comédie musicale un peu plus tard. Est-ce que là, à ce moment-là, ça prenait forme? Est-ce que tu souhaitais vivre de ça? Là, oui, parce que ayant fait le choix au cégep de m'en aller en théâtre, à ce moment-là, je pense que je me voyais comédienne, mais sans aller plus loin dans ma pensée. C'est comme si je viens d'une famille vraiment, et ça, c'est la phrase clé de ma mère, un jour à la fois. On dirait que quand j'étais jeune, je me projetais pas tant plus loin. Je pense que je vivais vraiment au jour le jour. Puis je suivais mes aspirations et mes passions. Et malgré le fait que mes parents, mon père était électricien, ma mère a toujours été dans le domaine de l'entretien ménager. Donc, des emplois très stables, qu'on se pose pas trop de questions, tu sais, ils ont appris leur métier, puis sans avoir eu trop d'études. Je me suis jamais vraiment, tu sais, comme, ils m'ont toujours laissé faire mes aspirations. Puis c'est quand même particulier que j'aie voulu aller en théâtre puis que j'aie pas été regarder plus loin parce que c'est après que j'ai reculé devant le fait que c'était un domaine difficile avec plein de gens qui avaient du talent puis à quel point j'allais être choisie là-dedans. Oui. Donc c'est après quand j'ai au cégep que là c'était comme plus là ma vie s'en va où puis j'ai quand même un chum stable et donc à un moment donné il faut que je la gagne cette vie-là. Fait que c'est comme cette grève-là étudiante qui me fait plus réaliser que ce serait peut-être pas tant possible ou que j'avais peut-être pas assez la fougue et peut-être la flamme pour dire peu importe, je serai comédienne et tout. Fait que j'ai pris un autre chemin. Mais je sais que dans le domaine de l'animation, tu sais, si j'avais pas fait mon bac en communication, il m'aurait pas pris à Météo Média, tu sais. Mais j'ai quand même, malgré tout, défoncé des portes. Oui. Malgré tout. Puis j'ai l'impression que derrière ça aussi, il y a peut-être pas une naïveté, mais un certain désir fonceur qui est présent pareil. Puis il est présent aussi au niveau des communications, mais c'est que c'est confrontant aussi à cette période-là. Oui. Tu sais, quand tu arrives au cégep, moi, mon idée était claire. Mais ce que je constatais autour de moi, puisque pour avoir fait le programme ATM, Arts et technologies des médias à Jonquière, il y en a beaucoup qui arrivent, ils sortent de leur zone de confort parce qu'en plus, ils déménagent à Jonquière. Et il y a cette espèce d'effervescence-là de « je suis un adulte parce que je vais avoir 18 ans », mais dans le fond, je suis pas vraiment encore un adulte. Là. J'ai encore beaucoup de choses à vivre, mais c'est des grosses décisions à prendre. Effectivement. Et moi, je dois absolument te dire que avec ce que tu me dis et à la lumière, parce que c'est vraiment une introspection qu'on fait ensemble, j'apprécie. Je pense que c'est le point tournant vraiment de mon chemin de vie, c'est mon chum. Ah oui? Et je dois absolument le mentionner parce que lui, dans le fond, quand je l'ai rencontré au cégep, en théâtre, lui, il faisait déjà de la télévision. Il était comédien dans l'émission Virginie. Puis, il avait fait beaucoup de théâtre, il avait eu des cours. Il chantait également de la comédie musicale au secondaire et tout ça. Et on s'est rencontrés dans la comédie musicale. Et au moment, justement, de quitter ce pré-universitaire-là, j'avais quand même envoyé des demandes à l'UQAM en enseignement du français et en sexologie. OK. Deux domaines. En fait, j'étais bonne en français. Le côté enseignement, peut-être, de par l'espèce de côté un peu la communication, comme je suis animatrice aujourd'hui, donc il y a quelque chose de logique là-dedans. Et j'ai toujours, le côté de la sexualité m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, j'avais quand même appliqué là. Donc, tu comprends, toujours l'espèce de petit côté, la sécurité, l'espèce d'objectif de vouloir aller à l'université. Parce que dans ma tête, la vie, c'est ça. C'est ça le chemin que je dois prendre. Mais lorsque j'ai quand même fait les auditions pour Lionel Groulx et lorsque j'ai été choisie, mais mon chum aussi a été choisi. Puis ça a fait, ben go, faisons-le. Fait que je pense que c'est beaucoup ça qui m'a donné la tape dans le dos, puis le souffle pour aller de l'avant. Par contre, on dirait qu'avant vraiment que ça s'installe en moi puis qu'à un moment donné, je dise
Là, le chemin, je le prends pour de bon. Oui. Ça a pris pour du moi temps. aussi. Oui, pour moi, toi, là. exactement, parce que là, malgré tout, tu sais, je suis allée faire un bac en communication pour m'assurer une certaine sécurité. Mm-hmm. Après mon bac en communication, j'ai fait des relations de presse pour une boîte. J'ai travaillé à Rythme FM en promo. Puis, au moment donné, j'ai été engagée à la Chambre immobilière du Grand Montréal pour faire les communications. Puis, je faisais un petit peu de web télé. Et là, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un à la radio qui s'appelle Martine Giroir. Et dans Martine Giroir, il y a le mot « ma » et Giroir, J, ça fait magie. Et c'est comme son surnom un petit peu, puis je trouve tellement qu'elle l'a bien trouvé parce que cette femme-là a été de la pure magie dans ma vie et a vraiment fait en sorte, il y a mon conjoint, mais il y a elle aussi, qui a fait en sorte que la vie a pris son sens. Et je dois absolument te dire ceci, elle, c'est ma coach de vie. Et à un moment donné, je voyais mon conjoint qui se partait un projet musical avec son meilleur ami pour faire du corporatif, donc un beau spectacle avec des danseuses et lui comme chanteur avec son ami puis d'autres personnes, etc. Fait que lui, il a passé vraiment un été à monter le tout. Pendant que moi, j'étais à la chambre immobilière, je faisais du 9 à 5, du lundi au vendredi. J'avais un très bon salaire, puis je l'avais envoyé à l'univers, là. Moi, je voulais une job qui était payante, des avantages sociaux, des REER. Je l'ai envoyé. La vie me l'a retourné. Puis quand j'étais engagée à la chambre immobilière, à l'époque, à 26 de l'heure en partant, puis des augmentations constantes avec une convention collective, moi, je suis allée popper le mousseux chez mes parents, puis on pleurait, puis j'étais comme, j'ai trouvé une super bonne job, je suis vraiment contente, puis en plus, il y a quand même un aspect artistique parce que je fais de la web télé. Fait que je vais faire des capsules sur l'immobilier à toutes les semaines, etc. Fait que là, ça comblait quand même mon côté artistique, puis mon côté communication, puis job stable, puis argent, puis tout ça, tout ça. Mais à un moment donné, j'étais malheureuse parce que je regardais le temps filer dans ma journée. Je trouvais les journées longues, je regardais l'heure, puis j'étais comme, je suis pas heureuse. Puis moi, je voyais mon chum là, qui était en train de monter un show, puis que c'était super intéressant, puis c'était donc le fun et tout. Fait que je suis allée voir Martine, puis là, j'étais perdue. Puis Martine, elle a fait de la psychologie neurolinguistique, donc de la PNL. Donc, c'est très imagé des fois ce qu'elle me dit. Puis là, j'ai tout compris. Elle m'a dit, est-ce que tu es plus heureuse quand ta vie, c'est une ligne droite? Elle m'a dessiné ça sur une feuille. Elle a dessiné une ligne droite. Puis après ça, elle a dessiné une oscillation. Puis elle me dit, est-ce que tu es plus heureuse quand ta vie, c'est une ligne droite ou quand c'est comme une oscillation puis que c'est jamais pareil puis que c'est changeant? Puis comme un peu un battement de cœur. Et là, cette image-là, pour vrai, ça a été comme un coup de fouet en plein visage, là. J'ai fait, dans le fond, moi, je suis pas heureuse dans ma vie quand c'est tout le temps pareil. Mais Sandrine, tu te rappelleras juste avant que je t'ai mentionné que ma vie était très routinière, très sécuritaire. Je viens d'une famille qui est totalement là-dedans. Fait que là, c'est comme si je me suis rendu compte que dans le fond, tout ce qui m'avait été inculqué depuis que j'étais jeune, c'était ma sécurité, mais est-ce que c'était vraiment ce qui me nourrissait puis ce qui me rendait heureuse? Et à partir de ce moment-là, j'ai quitté la chambre immobilière et j'ai débuté mon long parcours de travailleuse autonome. Et je suis fière de dire aujourd'hui que je fais plusieurs métiers. Je suis animatrice, narratrice, choriste, comédienne et je suis tellement heureuse et je ne reviendrai pas en arrière. Je sais qu'il y a une part de chance dans tout ça. Il y a des gens qui vont travailler très fort dans leur vie puis qui n'y parviendront pas. Mais je suis quand même une travaillante. Puis j'ai toujours été proactive dans la recherche de mandats où, tu sais, j'ai fait de la vidéodescription, du sous-titrage vocal, tu sais, tous les métiers de la voix. Je suis allée vraiment cogner à des portes. Puis je pense que j'avais, de par mon parcours de vie, un talent naturel pour la communication. Puis pour les arts aussi. Fait qu'il y a une part de travail par moi-même, il y a une part de talent naturel, il y a une part toujours, je pense, de chance. Je me trouve très choyée, puis je remercie la vie souvent pour la vie que j'ai parce que je pense vraiment être une privilégiée. Puis j'ai beaucoup de gratitude envers tout ça, mais je sais quand même que ça part quand même de moi. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, depuis cette image-là de Martine, j'ai tout compris. Puis, je fais ce que j'aime, puis je fonce et j'avance. Wow, mais c'est beau, puis ça... On le voit pas à la maison, mais moi, j'ai la chance de voir ton regard. Moi, je suis très expressive, mais tu dois avoir une genre d'étincelle. Il y a du pétillant, là, c'est comme effervescent. Et je trouve ça me parle tellement parce que cette polyvalence-là,
dans ce milieu-là, je pense qu'elle est nécessaire. Effectivement. Elle doit être développée, mais il faut que ça vienne aussi nous chercher. Puis comme on regarde depuis le début de ton parcours, plein de passions viennent se greffer à toi. Tu sais, ça gravite autour de toi, ça t'allume. Fait que de pouvoir jongler à travers tout ça, c'est une force. Puis ça demande aussi beaucoup de travail, comme tu l'as dit, mais de la détermination. Parce que quand tu es à ton compte, c'est tes différents projets qui te permettent de vivre. Et c'est de la confiance en soi aussi, en ce que je suis, en mes talents. Oui. Puis aussi, c'est de jongler avec les horaires parce que, ayant tous les métiers que je t'ai mentionnés, il y a parfois des semaines que, mon Dieu, je dois voir est-ce que j'ai le temps, tu sais. Là, j'anime telle journée, là, j'ai un mandat de narration, j'ai En direct de l'univers telle journée, tu sais. Donc, je dois vraiment jongler avec mes horaires, mais je suis mon propre patron et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être libre. Oui. Et mes semaines se suivent, mes journées se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque jour que je me lève, je suis heureuse. Et je n'ai pas l'impression de travailler une seule minute dans ma vie parce que je fais mes passions. Et ça, c'est un immense privilège et je veux savourer ça à chaque instant. Et c'est pour ça que, pour vrai, je remercie. Des fois, là, je me parle dans ma tête et je me dis hey, merci. Merci la vie parce que je suis profondément heureuse dans toutes mes journées, dans tout ce que je fais. Donc, et c'est la promesse que je me fais de jamais faire quelque chose qui va être à l'encontre de ce que j'aime. J'ai parfois refusé des mandats d'animation parce que ça allait au-delà de ma confiance ou de mes compétences. Des fois, certains diront que dans la vie, des fois, on doit relever des défis, puis si on veut avancer pour évoluer, des fois, j'acceptais pas tant de sortir de ma zone, mais je pense que des fois, c'est correct de se respecter parce que je voulais pas faire quelque chose pour l'argent. Puis après ça, me retrouver dans une situation où j'ai pas pu performer comme il se doit. Puis qu'après ça, on me dit « Ouais, t'es pas si bonne que ça », mais c'était parce que je faisais quelque chose peut-être qui était hors de ma zone et pour lequel j'avais pas encore assez les compétences, tu sais. Fait que c'est un mélange aussi de dépassement, mais d'écoute, ce que j'entends. Oui. Puis ça, c'est tellement important. Puis c'est beau aussi dans ce parcours-là de voir que tu as eu un modèle de stabilité, mais tu t'es écouté puis tu as opté pour autre chose. Tu as une stabilité ailleurs, tu as une stabilité dans ton couple, dans certaines sphères de ta vie, mais dans ton professionnel, tu as fait non. Je veux une belle courbe, une belle oscillation, là. Tu sais, je veux que ça bouge. Un battement de cœur. Oui, c'est ça. Parce que quand la ligne est droite, on vit pas. Puis ça, c'est beaucoup mon chum. Parce que mon chum, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui est très fonceur, qui est très résilient face à l'adversité. Étant dans le domaine comme moi, on s'est vraiment appuyé là-dedans. Puis ça a été vraiment mon pilier pour avancer. Parce que je pense que si j'avais pas été avec lui, c'est très gros ce que je vais dire, je ne pense pas que je serais dans le domaine actuellement. J'aurais choisi un chemin en enseignement ou quelque chose de stable, de fixe et de sécuritaire financièrement parce que je suis issue d'une famille comme ça. Donc, t'aurais peut-être suivi le même pattern, entre guillemets. Exactement, là, et j'aurais pas évolué de la même façon. Donc, je pense qu'il y est pour beaucoup dans mon évolution. Oui. Puis, dans le fond, c'est de juste... Dans le fond, ça m'a permis de respecter qui j'étais profondément. Oui. Dans le fond, j'ai beaucoup appris à me connaître à travers cette relation-là. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Avant, j'étais quelqu'un, tu sais, qui... comment je dirais ça? Qui s'en faisait beaucoup avec ce que les gens pensaient de moi. J'étais une hypersensible, je pleurais beaucoup. Mais là, on dirait que j'ai réussi à trouver qui j'étais. Puis de par les métiers, ça me donnait tellement de confiance en moi de voir tout ce que j'étais capable de faire, la fierté que ça m'a apporté aussi. Tu sais, de me retrouver à faire de la radio, de la télé, à animer sur des scènes et tout. Donc, j'ai énormément évolué en tant qu'humaine et en tant que travailleuse aussi. Comme quoi que l'entourage a un impact important, je pense aussi, quand on souhaite se dépasser. Parce que comme tu le dis, là, tu dis « peut-être que si j'avais pas eu cet entourage-là, mais en même temps, peut-être lui qui a juste semé la graine, puis c'est l'étincelle parce qu'il y a quelque chose il a vu le feu en toi, il t'a donné la poussée, puis toi, t'as comme...
t'es parti à voler, là. Tu sais, Exact. c'est beau, ça. Fait que l'entourage a vraiment un impact important. D'ailleurs, je me questionne, comme tes parents ont eu un parcours plus stable, un métier, est-ce qu'ils ont été là pour t'épauler, le soutien, malgré le fait qu'il y a un risque, là, puis ils t'ont protégé aussi? Oui. Il fallait que tu voles de tes propres ailes à un moment donné. C'est fou parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est comme si je pense que mes parents, c'est des gens qui vivent vraiment au jour le jour, malgré que mon père est plus quelqu'un à se projeter, mais ils m'ont toujours encouragée. Fait que c'est vrai, ta question est très bonne parce que je me pose moi-même la question à savoir pourquoi mes parents m'ont pas freinée quand j'ai dit « je m'en vais en théâtre ». Après ça, je m'en vais faire un deck en théâtre musical. Peut-être parce que j'étais encore jeune, puis que ils voyaient pas nécessairement plus loin, peut-être. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense que quand je leur ai dit « je vais aller faire un bac en communication », tu sais, je pense que ça leur a plu. Parce que ça les a peut-être même rassurés. Mais mes parents m'ont quand même toujours encouragée puis ils m'ont jamais freinée. Fait que ça, c'est une belle qualité. Peut-être que... Puis ils m'ont beaucoup admirée, ils m'ont beaucoup... tu sais, je suis fille unique, hein, je suis leur petite princesse. Puis tu sais, ils ont tout le temps été fiers de moi. Fait que j'ai eu la grande chance qu'ils me permettent d'explorer. Puis aussi, financièrement, ils ont été très aidants. Donc, j'avais pas ce souci-là. Je pouvais vraiment me consacrer. J'ai quand même eu des petits emplois, là, au départ, là, quand même, pour payer mes dépenses personnelles. Mais j'ai eu un gros soutien financier pour mes études de la part de mes parents et tout. Mais c'est sûr que quand je leur avais annoncé que j'étais à la chambre immobilière puis que j'allais avoir vraiment le gros salaire, tout ça, ils étaient donc contents puis ils étaient donc soulagés, tu sais. Mais par la suite, quand j'ai tout lâché, je pense qu'ils ont été... Ils ont eu une certaine frousse, une certaine peur, mais je pense que mes parents ont énormément confiance en mon talent, je dirais potentiel à l'époque, parce qu'on savait pas jusqu'à quoi c'était quoi mon talent exactement, mais aujourd'hui, on peut vraiment parler de talent. Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils ont toujours eu confiance en moi, puis ils savaient que j'étais quelqu'un de responsable et d'autonome aussi. Donc, je pense que c'est une question de confiance. On a parlé aussi beaucoup de théâtre musical, de comédie musicale, et ça, fallait que je t'en parle un peu parce que c'est vraiment une passion commune. Là. Moi, là, ça me fait vibrer comme ça n'a pas de bon sens. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui t'allumait? Parce que là, tu avais plein de passions, ça jumelait plein de choses quand même, mais qu'est-ce qui allumait la jeune Caroline par rapport à la comédie musicale? C'était le métissage de mes 3 plus grandes passions. Mm. C'est comme si la comédie musicale regroupe vraiment le chant, la danse et le théâtre. Et c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé. Depuis que je suis toute jeune, je pense que c'est le chant qui est arrivé en tout premier. Par la suite, je dirais le théâtre et par la suite la danse. J'ai toujours vraiment aimé ça. Puis mes parents ont toujours été, même s'ils ne sont pas dans le domaine, ils ont toujours aimé beaucoup la musique. Ma mère a toujours sifflé. Mon père, dans les parties, aimait aussi siffler, puis avoir du plaisir. Puis comme je te mentionnais, tu sais, la musique toujours à la maison, les émissions de télé. Donc, de la consommation énormément. Puis j'écoutais beaucoup musique plus quand j'étais jeune. J'enregistrais les vidéoclips. Donc, c'est vraiment ce mixage-là de mes 3 plus grandes passions. Donc, c'était juste naturel, la comédie musicale pour moi. Comme tu as pris une tangente plus communicationnelle, mais tu es encore choriste, tu fais encore de la scène de manière artistique. Est-ce que cette fibre-là te manque quand même? Est-ce que tu aurais le désir de refaire de la comédie musicale dans l'avenir, mettons? C'est tellement une bonne question et j'aurais pu avoir plein d'occasions de pouvoir appliquer sur les comédies musicales parce qu'au Québec, c'est incroyable à quel point, et entre autres en ce moment, oui, il y a comme une effervescence, une recrudescence de la comédie musicale. C'est vraiment spécial parce qu'à un moment donné, lorsque j'ai quitté mon bac, je suis allée plus du côté de l'animation. Et mon chum, lui, est demeuré vraiment chanteur-comédien. Et c'est comme si je lui ai laissé cette place-là. Bien que j'aurais pu aussi être une chanteuse comédienne de comédie musicale.
mais on dirait qu'on a pris chacun notre chemin. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il m'a empêché d'aller vers la comédie musicale, mais c'est comme si j'ai commencé à un moment donné à perdre l'intérêt pour le théâtre. De part au cégep, j'ai pas tant été satisfaite de la formation que j'avais reçue. Et même en théâtre musical, c'était très théâtre. Et il y a peut-être des exercices que j'ai faits que je trouvais un peu étranges. Donc, peut-être que moi, en théâtre, ce que j'aurais préféré, peut-être, ça aurait été faire du théâtre d'été, jouer des rôles très expressifs, et de la comédie, plus que du dramatique, des télé... Tu sais, comme... Je pense que, étant donné que je suis très expressive et tout ça, je me serais peut-être pas vue jouer des rôles un petit peu plus sérieux. Fait que c'est peut-être là que je me rendais compte que c'était peut-être pas tant ma place. On a fait de la tragédie grecque, des choses comme ça, puis j'étais comme non. Je pense que ça s'éloigne de ce que je suis. Puis j'avais besoin peut-être de faire un métier qui se rapprochait plus de ce que j'étais, même si avant, j'adorais jouer des personnages. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai évolué puis que j'avais juste besoin d'être moi-même. Oui, mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce qu'on m'a souvent dit « Ah, Sandrine, toi, t'aurais-tu aimé ça jouer? » Non, pas particulièrement. J'aime la comédie musicale, de jouer au théâtre quelque chose de plus grand, de plus expressif. Comme tu dis, il y a quelque chose de très galvanisant, là, tu sais, parce qu'on amplifie, on joue grand, mais d'être trop loin de moi, je pense qu'on dirait que je me croirais pas. Je comprends un peu ce que tu veux dire parce que la même raison, par exemple, que j'ai pas pris oui, une fibre journalistique, mais pas très cadrée comme dans les médias, par exemple, à Radio-Canada ou à TVA, pour pas les nommer, où il y a une espèce de cadre, il faut être objectif et ça fait partie du mandat journalistique, tandis que l'animation, puis ça, je trouve que ça me rejoint beaucoup. Il y a c'est ta personnalité, c'est ta couleur, puis t'es vraiment connecté à ce qui te fait vibrer, puis tu le partages. Fait qu'il y a ça que le comédien aime entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, tandis que l'animateur, lui, il met la lumière sur les autres, mais en restant lui-même. Exactement. Ben c'est que j'aime tellement l'humain. Je me nourris, puis on est vraiment pareil, toi et moi, là-dessus. Là. Je suis toujours en train de poser des questions. Je m'intéresse aux gens. J'aime ce que les autres peuvent m'apprendre. Je suis en constante évolution. J'aime informer les gens. J'aime les mettre en lumière. Tu sais, l'animation de gala, pour moi, c'est ce que je préfère parce que les gens sont reconnus pour leurs compétences, pour leur attitude. Ça m'émeut. Je trouve ça extraordinaire, puis que des employeurs aussi prennent le temps, l'initiative de reconnaître ces gens-là. Oui. Tout ça, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la reconnaissance envers des gens. Puis ce métier-là, je le trouve tellement beau parce que c'est vraiment du bonheur, puis c'est de l'échange d'informations, c'est une façon de grandir, d'évoluer, versus d'être comédienne, c'est le divertissement. Mais je pense que je le retrouve quand même avec En direct de l'univers, là, cet aspect-là de divertissement, mais je reste moi-même. Je suis Caroline qui chante. Donc, c'est peut-être cet aspect-là qu'à un moment donné, je me suis comme éloignée, que j'avais pas le goût de jouer quelqu'un d'autre, puis j'avais juste le goût d'être moi-même. C'est fou parce que tu me pousses à me poser des questions que je m'étais jamais posées, Sandrine. C'est quand même particulier. J'aime tellement ça. J'adore. J'aime ça pour ça. Une des raisons aussi pourquoi je voulais t'inviter, c'est d'abord pour te découvrir davantage, pour en apprendre sur ton parcours qui est très inspirant, et aussi pour discuter de quelque chose qui a été particulier dans les dernières années avec ta mère, une péripétie que je qualifierais de chamboulante parce que ça concernait sa santé et même sa vie. Et ce que j'en comprends à travers les entrevues que tu as données à ce sujet-là, c'est que ta mère avait des pépins de santé, mais comme elle a tout le temps été très protectrice, ça a pris du temps
avant qu'elle te fasse part qu'il y avait des petits bobos, là. Exact. Peux-tu me parler des premiers balbutiements de cette épreuve-là Oui. auquel tu En fait fait, face? c'était à l'été 2020, en pleine pandémie, donc au mois d'août. Donc, je m'en vais voir mes parents et tout ça. Puis là, ma mère, à un moment donné, elle me dit, bon, elle dit, Caro, elle dit, il faut que je te parle. Elle dit, tu sais, je te l'ai pas vraiment dit, mais je vois plusieurs spécialistes. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, elle me dit, écoute, je vois quelqu'un, elle avait les petites cartes d'affaires là, des médecins. Fait qu'elle me dit, j'ai un docteur en médecine vasculaire, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes poumons, j'ai un rhumatologue. Fait que là, je fais comme, ben voyons. Je dis, maman, ça fait des années que, premièrement, tu fumes plus. Puis, il me semble, tes poumons, ça va bien. Là, je savais que depuis quelques années, elle avait le syndrome de Raynaud, Oui. qui faisait que les mains deviennent bleutées, blanches. Donc, la médecine vasculaire, c'était pour ça. Donc, là, je trouve ça étrange. Puis là, je remarque que ma mère, elle a maigri. Là, elle me dit qu'elle prend des pilules pour les reflux gastriques. Fait que je fais comme, pourquoi tu as des reflux tout d'un coup? Tu sais, c'est donc bien étrange, tu sais. Fait que là, je comprends pas trop. Fait que là, je prends l'information, puis je fais ce qu'on dit qu'il faut pas faire. En arrivant à la maison, je m'en vais sur le web, puis je tape reflux gastrique, syndrome de Raynaud, poumon, et je tombe sur sclérodermie. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vois que c'est une maladie auto-immune qui est grave, qui est incurable, qui est méconnue. Puis là, je fais comme, ben voyons. Puis là, je veux être vraiment sûre que c'est ça, tu sais, parce que là, moi, je suis en train de diagnostiquer ma mère. Oui, puis là, ça fait plus... Ce que j'en comprends, c'est que ça fait un moment qu'elle voit ces médecins-là, puis il n'y a pas de diagnostic qui est sorti à ce moment-là. Exactement. Là. Ça fait environ 1 an. Eh, mon Dieu! Oui. Puis, tu sais... Il n'y a personne qui fait le lien. Il n'y a personne qui fait lien. En fait, je nommerai pas d'hôpitaux parce que je veux pas quoi que ce soit. Ouais. Mais ben, je vais juste continuer dans mon histoire avant de... Parce que je vais y revenir avec l'hôpital plus tard. Donc, je m'en vais à Sclérodermie Québec, qui est une association là, à Longueuil sur la sclérodermie. Et je m'en vais prendre de l'information. Donc, on me donne vraiment des brochures informatives et tout, le site web, etc. Là, je lis là-dessus. Puis là, je fais comme, mon Dieu, ça ressemble vraiment à... Tu sais, ça pourrait être ça, tu sais. Puis je vois que la sclérodermie, dans le fond, scléro veut dire dur, dermie veut dire peau. Donc, peau qui devient dure. Ils appellent ça la maladie qui momifie. Donc, c'est que la peau produit trop de collagène et à un moment donné, la peau durcit. Puis ça peut également atteindre les organes internes. Donc là, je m'en vais voir ma mère 2 jours plus tard. Elle est à 50 minutes de chez moi. Puis là, elle comprend pas trop pourquoi je retourne la voir. Puis là, j'invente une histoire que mon chum est en répétition, puis que je suis tout seul ce soir, puis qu'il fait beau, puis que je vais retourner la voir. Tu sais, fait qu'elle dit OK. Fait que là, quand j'arrive, je passe pas par 4 chemins, puis je dis écoute, maman, je te connais, là, tu vas me dire, ben voyons, t'es pas médecin, mais moi, je pense que tu as une maladie, puis ça s'appelle la sclérodermie. Puis elle fait, ben voyons. Fait que là, j'ai dit, la seule chose qui me reste à vérifier, il faudrait que tu me montres ta peau. Fait que là, je commence, tu sais, je dis, montre-moi tes jambes, tu sais, tes bras, tout ça. Et là, il me montre son tronc. Et là, je reste bouche bée parce que son ventre est gonflé et très dur, comme une femme enceinte, puis il ne se plie pas. Hey. Puis dans son dos, elle a une énorme, je vais dire une patch de couleur brune. Sur sa peau, elle est décolorée brune, la grosseur d'un melon. Presque tout son dos est brun, en fait. Et donc là... Est-ce qu'elle elle en était consciente? Puisque je veux dire, dans son dos, je veux non, dire, elle le voit pas. Elle là, ne le voit pas. Non, effectivement. Puis, donc, il y a personne vraiment qui avait vu ça. Puis, elle s'était pas... Ma mère, c'est quelqu'un qui vit un jour à la fois, qui se pose pas de questions, puis qui s'en fait pas avec la vie ou la santé ou quoi que ce soit. Fait que... C'était bien correct, tu sais. Fait que là, je lui confirme que c'est ça qu'elle a, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Donc, par la suite, puis juste, là, je vais revenir à la parenthèse de l'hôpital. Elle était suivie en rhumatologie dans un hôpital de la Rive-Sud. Ouais. Et j'avais réussi à parler à sa rhumatologue durant l'été, qui m'avait mentionné, bon... elle fait un petit peu de lupus, un petit peu de polyarthrite rhumatoïde. C'est ce qu'elle m'avait répondu. Puis il n'y avait aucun traitement pour tout ça. Mais elle l'a pas vu, là, sa tache. Je ne pense pas, non, parce qu'elle ne l'a pas ausculté. Oh. Elle n'a pas ausculté son corps. Et même, il n'y avait jamais été mention que sa peau
il y avait une problématique, là. Même ma mère, elle s'était pas posé de questions sur sa propre peau qui était rendue très dure, très tendue, luisante, puis qui pliait plus, là, au niveau... Tu sais, elle se posait pas de questions, puis... Tu sais, comme je te dis, quelqu'un qui s'en fait pas, qui vit un jour à la fois, puis... tu sais, ça va. Tu sais, quelqu'un de positif, là. Mais toi, clairement, toi, c'est venu te chercher. Là, c'est venu me chercher. Parce que là, moi, je sens, là... Ben, je sens la tête de cochon de ta mère qui, j'ai l'impression que, en tout cas, on fera pas son procès à elle, mais d'après moi, elle a des... Ben, c'est quelqu'un qui s'en fait pas avec la vie. C'est ça, c'est mais plus qui ça. avance, tu sais. Ouais. Puis elle voulait pas t'inquiéter avec ça, fait qu'elle est comme, oh, c'est pas grave, mais Puis, en même temps... Mes parents ont toujours peur de me déranger. Ah. Donc, souvent, c'est comme on l'appellera pas, elle est déjà assez occupée comme ça, on va pas l'embêter avec nos ennuis. Sauf qu'à un moment donné, quand ça s'est passé, je dis à partir de maintenant, quoi qu'il y arrive, peu importe l'heure de la journée, de la nuit, parce que mon téléphone, la nuit, je le mets sur ne pas déranger, mais j'ai les numéros de téléphone urgents de nos familles respectives, que s'il arrive quelque chose dans la nuit, ça va sonner si tu appelles 2 fois de suite. Oui. Les autres, ça sonnera pas, tu sais. Fait que je suis toujours en mode, tu sais, alerte, là, tu sais, s'il arrive quelque chose et tout ça. Donc c'est ça. Mais c'est que c'est ça, t'as tellement été protégée, mais j'ai l'impression que là, tu le transfères à tes parents, ce qui t'ont, tu sais, ils t'ont tellement protégé que là, cet instinct-là, tu leur redonnes finalement. Exact. Sauf que si t'avais pas plus posé de questions, c'est ça, là, c'était rendu à un autre niveau, là, parce que là, si t'as fait tes recherches, t'es allé chercher la documentation, t'es retourné la voir puis t'as constaté ça, c'est un court laps de temps. C'est un très court laps de temps. Ça progresse vite, là. Ça progresse très vite, effectivement. Et ce que j'ai fait, c'est que grâce à l'aide immense, je leur dois tout à ces gens-là de Sclérodermie Québec, j'ai pu aller plus loin dans le processus parce que là, on se rappelle que ma mère, elle est suivie, mais de façon non adéquate. Et il n'y a personne qui fait rien. Elle n'a aucune médication. Puis de même que finalement, elle n'a pas de lupus puis de polyarthrite rhumatoïde. Là. C'est pas ça du tout. C'est la sclérodermie. Puis malheureusement, c'est une maladie qui est méconnue de plusieurs médecins de famille. Et aussi, j'ai l'impression, parce que je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs rhumatologues qui ne savent pas ce qu'est la sclérodermie, ou c'est une maladie avec tellement de symptômes que c'est dur de la diagnostiquer de façon précise. Fait que moi, ce que je suis allée faire, c'est qu'auprès de Sclérodermie Québec, il y avait des forums patients, donc des conférences auxquelles on pouvait assister sur le web et donc s'informer sur la maladie. Et à la fin d'une conférence, parce que moi, j'étais très inquiète. Moi, quand j'ai su que ma mère... En fait, quand j'ai diagnostiqué ma mère, j'étais sûre que c'était ça qu'elle avait, puis elle n'avait pas eu encore de confirmation. Mais Sandrine, j'étais tellement convaincue. Moi, je pleurais, puis j'étais comme, ma mère va mourir jeune, puis je vais perdre ma mère. Puis tu sais, parce que je voyais vraiment dans la littérature, de ce que je lisais, que ça pouvait être vraiment très grave. D'autant plus qu'il y a 2 formes de sclérodermie, la diffuse et la limitée. La limitée, habituellement, qui est plus limitée justement au niveau des bras, des jambes et tout ça. Et là, ma mère, elle semblait avoir une atteinte interne, puis au niveau de son tronc, la peau était atteinte au niveau de son tronc. Donc, à ce moment-là, c'était plus au niveau de la diffuse. Mais là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que des fois, les gens ont la limitée puis ont des symptômes de la diffuse. Okay. Fait que là, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer. On ne fait pas de diagnostic aujourd'hui. Je ne fais pas de diagnostic aujourd'hui, mais quand même, j'avais une bonne idée que ma mère avait la forme diffuse. Et donc, à la fin d'un forum, j'ai posé la question aux médecins spécialistes avec les symptômes que ma mère avait. Puis effectivement, on me dit qu'il y avait de fortes chances que c'était la forme diffuse, qui est dite dans la littérature la forme grave de la maladie et la plus rare. Donc, moins de pourcentage de gens habituellement qui ont la sclérodermie qui ont cette forme-là. Fait que là, moi, je me dis, mon Dieu, en plus, ma mère, elle a la forme grave. Et à la fin de ce forum-là, avec la plus grande des bienveillances et gentillesses, il y a le président de Sclérodermie Québec qui a trouvé mes coordonnées, qui m'a contactée et qui m'a amené vraiment vers des médecins spécialistes du CHUM pour vraiment que ma mère soit prise en main rapidement. Donc, quelques mois plus tard, peut-être, je pense quand même, c'est des fois avoir un rendez-vous à l'hôpital, tu sais à quel point ça peut être long, mais quand même, je pense que c'est en décembre. Là, on est en septembre. Là, en décembre, on a réussi à rencontrer une rhumatologue. En décembre 2020. 2020. Ah! On est en 2020 encore dans mon histoire, effectivement. Hey, moi, je suis rendue aujourd'hui, ça marche pas. Oui. Et le rendez-vous a duré en 2020. En 2020, le rendez-vous a duré 3 heures. La rhumatologue a tâté la peau de ma mère dans les moindres millimètres,
a posé toutes les questions parce que la maladie, mon Dieu, elle peut avoir une atteinte des yeux, atteinte de la peau au complet, des organes internes. Donc, soit le cœur, les reins, les poumons. Il y a eu des tests qui ont été passés aussi, capillaroscopie au niveau de ses doigts avec le syndrome de Raynaud pour voir à quel point il y a une atteinte vasculaire avec les vaisseaux sanguins. Ma mère aussi, elle avait un ulcère digital, donc un ulcère au bout de ses doigts parce que les mains peuvent être très atrophiées là, par la maladie puis causer vraiment des douleurs et des blessures et tout. En tout cas, panoplie de tests, etc. Pour que finalement, ma mère se retrouve à être suivie en rhumatologie à tous les 6 mois, à être également suivie à tous les 6 mois avec une pneumologue parce qu'elle faisait une fibrose pulmonaire, un début de fibrose pulmonaire. Et donc, ma mère, qui a toujours été super en forme, super en santé, se retrouve à prendre environ 5-6 pilules par jour, là. Et finalement, en fait, les médecins spécialistes ont trouvé la recette gagnante. Et aujourd'hui, ma mère, c'est comme si elle n'avait pas la maladie. Le Raynaud demeure. Le fait que les mains, avec le froid, deviennent plus bleutées, le manque de circulation, etc. Mais beaucoup plus contrôlée grâce à la médication. Elle n'a plus de reflux non plus. Sa fibrose pulmonaire, elle est stable. Et la grande nouvelle qu'on a eue cette semaine, parce que j'ai eu un rendez-vous justement cette semaine avec ma mère, ils vont diminuer sa dose de son médicament immunosuppresseur parce que c'est une maladie inflammatoire auto-immune et donc c'est comme si le système immunitaire, il se bat contre lui-même. Et là, ça va tellement bien qu'ils vont réduire la dose de ce médicament-là. Je te dirais que c'est pas sans inquiétude de ma part parce que je me dis, mon Dieu, on avait la recette gagnante si on diminue la médication, tu sais. Fait que je fais preuve beaucoup de bienveillance dans le processus et je suis là à chaque rendez-vous de ma mère. Et ça, c'est mon métier de travailleur autonome qui me permet ça. Je m'arrange toujours. Il y a une fois que j'ai dû manquer un rendez-vous parce que j'avais vraiment un projet professionnel et c'est impossible pour moi de m'absenter. Mais sinon, je suis là à tous les rendez-vous parce que ça implique tellement de se poser des questions, de faire des suivis, de prendre des rendez-vous. Comme là, ma mère doit prendre des vaccins. Elle doit repasser une ostéodensitométrie pour ses os. Donc là, ma mère, elle m'appelle affectueusement sa secrétaire parce que c'est moi qui prends ses rendez-vous, qui fait les suivis. Puis ma mère, de par sa nervosité face à tout ça, ma mère également, elle n'est pas diagnostiquée, mais je pense qu'elle a un TDAH aussi. Donc, de retenir l'information, de répondre adéquatement sans nervosité, c'est très difficile. Donc, je sais que si j'étais pas là, il y a des informations qui se perdraient. Puis, des fois, elle penserait peut-être pas à mentionner certains éléments. Fait que je l'assiste vraiment dans la démarche. Mais c'est une forme de proche aidance, en fait. Là. Effectivement, je me considère comme une proche aidante. Puis souvent, ce qui est spécial, c'est que les gens me disent, tu sais, t'es tellement gentil de faire ça pour ta mère, tu sais, t'as tellement un grand cœur. Puis moi, de répondre, me semble que c'est normal. Mais je constate que c'est pas donné à tout le monde de donner autant de son temps puis de prendre ça autant à cœur. Mais moi, on dirait que c'est naturel parce que mes parents m'ont tout donné. Si j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grandement grâce à eux, de par leur soutien moral, financier, etc., là, tu sais. C'est incroyable. Donc, pour moi, ils m'ont donné la vie. C'est juste normal que je leur redonne puis que j'essaie de leur donner la meilleure qualité de vie possible. Mais c'est pas donné à tous, puis la vie va vite. On est tous occupés. Puis il y en a qui ne prennent pas ce temps-là. En même temps, on a divers niveaux. Chaque parent est différent. Il y en a qui sont plus autonomes. Il y en a qui seraient plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Je dis pas ma mère, elle serait pas capable, mais je pense que mon soutien puis mes suivis sont nécessaires pour s'assurer qu'aucune information soit perdue. Oui. Et je pense que ça fait partie de ta tête de cochon, ce désir-là de prendre soin des gens qui t'entourent, mais aussi de ne pas les laisser tomber. Là. Il y a une persévérance, là, parce que oui, effectivement, d'aller chercher sur Google, c'est apprendre avec beaucoup de parcimonie parce que on peut tomber sur plein de choses, puis on le conseille souvent pas, mais d'après moi,
ton background de journalistique communicationnel a fait que faut s'assurer de nos sources, là. Ben, en aussi, fait, j'aurais aimé te répondre quelque chose de la sorte, mais je te dirais que c'est beaucoup mon côté hypocondriaque, malheureusement. J'aurais aimé ça dire que c'est un côté rationnel, journalistique, mais non, c'est mon côté hypocondriaque. Puis encore récemment, j'ai googlé des symptômes que moi-même j'avais sur certains trucs, puis je vois toujours le pire, tu sais. Oui. Fait que dans le fond, malheureusement, là-dessus, je suis vraiment pas comme ma mère. Okay. Je suis plus comme mon père, le côté anxieux des côtés, de s'en faire, puis de voir le pire, puis de voir plus loin que la chose qui pourrait arriver. Mais heureusement, ma mère et moi, je pense qu'on fait une bonne équipe. Moi, je suis très dans la prévention, dans la sécurité, tout ça. Puis ma mère, elle me dit toujours un jour à la fois. Tu sais, comme quand elle a su qu'elle avait la maladie puis ce que ça impliquait, elle a comme fait, bon, d'accord, c'est ça, ce qui est, voici le fait. Puis comment je me sens aujourd'hui? Je me sens bien? Bon, mais je m'en fais pas parce que je me sens bien. Je me lève le matin, je me sens bien, bien c'est ça, un jour à la fois. Fait que ça, pour vrai, Sandrine, c'est le plus bel enseignement que ma mère, lorsqu'elle sera plus de ce monde, je te le dis, c'est quelque chose, en fait, que je dois encore appliquer, qui est une des choses les plus difficiles pour quelqu'un d'anxieuse comme moi et d'hypocondriaque, c'est de vivre un jour à la fois puis de pas s'en faire. Mais c'est ce que ma mère m'apprend de plus beau, en fait. Bien, ça relie quand même beaucoup un livre que j'ai lu qui est Le pouvoir du moment présent. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai un petit côté anxieuse qui se projette, puis là, je me ramène dans le présent, puis là, tu sais, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On jase, on a du plaisir, on approfondit les discussions, mais ça, c'est dur. C'est dur pour l'humain parce que l'humain a tendance à s'en faire pour ce qui vient de se passer, puis s'inquiéter pour ce qui s'en vient. Exactement. Il y a de la misère. Puis ça, c'est vraiment un bel apprentissage. Remarque que là, une chance que tu es arrivée parce que là, ici maintenant, aurait pu être très, très grave. Oui, exactement, parce que là, elle était extrêmement inflammée, puis ça s'en allait pas vers le mieux. Sa fibrose, elle aurait empiré. Sa condition physique aurait empiré. Donc, effectivement, mais je pense que quand on a une maladie, la plus belle leçon que ma mère me donne, c'est que si tu as une attitude positive, puis que tu t'en fais pas, puis que tu vis un jour à la fois, ça peut juste mieux aller. Parce que des fois, quand l'anxiété embarque et tout, tu peux être encore en moins bonne condition. Parce que là, tu te crées d'autres symptômes de par ton anxiété. Peut-être que tu vas faire de l'insomnie, tu vas être plus fatigué, donc ton système va être encore plus faible, tu vas attraper des maladies. Puis là ça déboule. Oui. Fait que l'attitude positive de ma mère fait toute la différence et m'aide aussi à passer au travers. Puis là, on est chanceux parce qu'on a vraiment des diagnostics très positifs. Oui. Mais advenant que ça se serait pas tant bien passé, là, ma mère qui est résiliente puis qui a une belle attitude, elle m'aiderait à voir le bon côté puis à vivre un jour à la fois. Est-ce que pour toi, ça a été un soulagement d'avoir trouvé une piste pour les médecins, d'avoir trouvé une explication justement à ces symptômes qu'elle avait puis qui perduraient depuis 1 an? Oui, bien, j'avais besoin de savoir. Oui. C'est pour ça là, que moi, j'ai fait, mon Dieu, je peux pas rester là parce que, tu sais, malheureusement, bien, c'est un peu partout comme ça. On peut pas avoir une réponse tout de suite parce que j'ai la conscience sociale que on n'est pas les seuls à, mettons, avoir une maladie ou à attendre des choses, tu sais. Mais on le sait que le système de santé, souvent, ça peut prendre du temps. Mais dans le cas présent, je sentais une espèce d'urgence parce que je voyais bien que c'était pas normal, tu sais. Donc... c'est juste que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui veut tout de suite rapidement. Donc, c'est vraiment dur de devoir attendre et tout. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je suis proactive. Puis, c'est comme l'expression, pas le temps de niaiser. Mm-hmm. J'ai vraiment foncé. Puis, il était question de la santé de ma mère. Donc là, on parle de les gens les plus importants dans ma vie. Puis, effectivement, moi, je vais tout faire pour les gens. Puis, ça part beaucoup de mes parents. Mes parents sont des gens extrêmement généreux, toujours là pour les autres. Et je suis toujours là pour les gens à qui je tiens, que ce soit des amis, que ce soit la famille, je suis toujours là, puis je vais toujours prendre du temps pour aider les autres. Est-ce que ça a été dans le cas de ta mère? Parce que, bon, tu soumets un possible diagnostic. Une hypothèse, oui. T'es comme, on dirait que 1 + 1 = 2, là. On dirait que si on assemble tout ça ensemble, on dirait que ça donne ce résultat-là. Là, c'est confirmé par... Mais ça a été confirmé seulement en décembre. Oh! Mais tout ce temps-là,
c'était sûr qu'elle l'avait à cause de l'atteinte de la peau, à cause de tous les symptômes. Oui. Fait que je sais que c'est spécial, là. Moi, je continue à persister que c'est ça. Puis, tu sais, on voit, tu sais, c'est comme si quand on convaincue, là. J'étais convaincue, effectivement. Puis, quand ça s'est confirmé, parce que, mais ta mère, dans cette situation-là, elle qui est au jour le jour, tout ça, elle, quand tu lui... Toi, t'es convaincue, là, t'es sûre que c'est ça, elle a réagi comment? C'est une bonne question. On dirait qu'elle comprend pas trop ce qui se passe. Puis vu que c'est quelqu'un qui s'en fait pas, elle n'est pas tombée dans le drame. Oui. Puis je pense que j'ai aussi essayé de pas trop lui donner de détails sur... Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai pas commencé à lui montrer des vidéos de gens qui avaient la sclérodermie parce que ça l'aurait vraiment découragé. Il y a des gens très mal en point. Puis cette maladie-là, c'est tellement spécial parce que chaque personne a une histoire différente. Oui. Tu sais, comme quand tu as le cancer du sein, tu as une bosse, puis tu as des métastases, puis etc. Tu sais, le chemin de la phase 1 à la phase 4, etc., c'est pas mal tout le même chemin. Mais la sclérodermie, il y a tellement de symptômes possibles et tellement de combinaisons possibles. Et selon ta condition, tu peux réagir physiquement d'une façon différente. Fait que je pouvais pas commencer à lui dire, ça se pourrait que tu te ramasses comme ça. Puis il y a des enfants qui ont la sclérodermie, il y a des gens dans la trentaine qui l'ont, puis des fois, c'est plus tard, c'est dans la cinquantaine que ça se manifeste. Fait que je pouvais pas commencer à lui dire à quoi ça pouvait ressembler puis parler de plus tard, alors qu'il fallait rester dans le présent quand même. Il y a quand même aussi... Mais suite à ça, tu as voulu donner aussi, tu as voulu t'impliquer parce que, bon, c'est toute une aventure, là. Bon, une aventure avec des gros guillemets parce que, on n'est pas... on découvre pas le monde, là. Je veux dire, c'est un type d'aventure qui est très challengeant à travers le système de santé, qui confrontant aussi, je pense. Mais tu as quand même voulu redonner et t'impliquer au niveau de cette cause-là, finalement. Exactement. Dans le fond, avec Sclérodermie Québec, je leur suis tellement redevable. Pour moi, ils ont sauvé la vie de ma mère. Là, les gens, souvent, sont comme, mais c'est toi qui as sauvé la vie de ta mère. Dans le sens que moi, j'ai été l'instigatrice du processus, mais sans leur aide précieuse et leurs informations sur la maladie, le forum patient, le fait de m'avoir dirigée vers le bon hôpital où ils sont vraiment spécialisés avec une chaire de recherche en sclérodermie puis des gens qui sont des sommités vraiment dans le domaine, bien, sans eux, tout ça n'aurait pas été possible. Donc là, c'est dans mon aspect dans la vie, je suis quelqu'un de très reconnaissante. Et donc, j'ai voulu m'impliquer auprès de Sclérodermie Québec. Donc, étant animatrice, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui anime votre événement ou quoi que ce soit, mais j'aimerais vraiment ça m'impliquer. Donc, ça va être la 2e année que je vais agir comme animatrice de la soirée bénéfice qui aura lieu le 17 octobre. Tu sais, j'ai eu la chance de faire diverses entrevues dans les médias. Puis il y avait une équipe de relations de presse et tout ça. Et ils ont tellement trouvé que j'avais fait un bon travail de divulgation de ce qu'était la maladie, d'expliquer mon histoire et tout, qui m'ont demandé de devenir la porte-parole de Sclérodermie Québec. Et sache, Sandrine, que c'est un rêve que je chérissais depuis longtemps. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça être la porte-parole de quelque chose. Je savais pas de quoi, mais j'ai toujours rêvé d'être porte-parole de quelque chose depuis que je suis animatrice. Et c'est venu à moi naturellement. Donc, c'est sûr que on transforme quelque chose de triste et de négatif en quelque chose quand même de beau, parce que mon but, c'est de faire connaître la maladie au plus grand nombre de personnes possible, parce qu'elle est tellement méconnue, puis c'est tellement de maladies complexes que je suis certaine qu'en ce moment, il y a plein de gens qui ont la maladie, puis ils le savent même pas, puis même que leurs médecins doivent même pas le savoir eux-mêmes, puis on doit pas leur en vouloir, parce que je pense que chaque médecin devrait avoir une formation sur cette maladie-là, parce que c'est quand même assez particulier. Oui, c'est très complexe. Complexe. Ça touche près de 22 000 Canadiens, majoritairement des femmes entre 5 et 6 fois plus que les hommes. Fait que c'est gros, mais on est, tu sais, quand on n'est pas au courant, on peut pas deviner. Puis si les jeunes médecins là, qui graduent en entendent pas parler, tu sais, c'est tout ça aussi. Cette espèce de vulgarisation-là, puis pas que ça devienne une maladie comme une autre, parce qu'il n'y a aucune maladie qui est banale, là, loin de là, mais que ça soit de plus en plus
parler et que les gens sachent que ça existe. Exact. Puis c'est mon but en tant que porte-parole. Donc, j'ai été contente d'avoir la chance d'en parler à plusieurs endroits, mais je voudrais que ça ait encore une portée plus grande. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, je vais animer là, en juin prochain vraiment un congrès là, sur la sclérodermie en tant que telle. Fait qu'il va y avoir vraiment des spécialistes et tout. Donc, tu sais, mon but aussi, c'est d'en apprendre toujours plus, mais j'ai tellement fait de recherches que je pense que je m'y connais quand même bien, mais tu sais, sans avoir la vérité exacte. Oui. Tu sais, comme là, de ce que j'ai dit à date dans le podcast par rapport, mettons, à la sclérodermie limitée versus diffuse, mais je pense qu'on serait quand même content de voir que j'ai quand même apporté une nuance parce que j'ai pas la vérité absolue, puis je le sais que vu que c'est complexe, c'est pas... c'est pas tout blanc, tout noir, là. C'est très nuancé, en fait. Exactement, oui. Puis il y a un pont entre les deux types. Ouais. Et les deux côtés Ouais. les deux types de cette maladie-là. Mais puis il semble avoir beaucoup d'effets. Mais là, depuis que ta mère est traitée, comment ça se passe? Ça s'est stabilisé parce que c'est incurable. Donc, elle va toujours continuer de vivre avec cette maladie-là, mais ça peut se stabiliser. Il y a de l'espoir. En fait, déjà là, j'aimerais dire qu'il y a de l'espoir, mais on m'a expliqué que le cas de ma mère est un cas pas nécessairement isolé, mais c'est un cas où on est dans la voie où ça se passe bien. Il y a quelqu'un à côté de moi qui pourrait avoir la sclérodermie, puis malheureusement, ça se passe pas aussi bien. Je comprends. Peut-être que la médication, la personne ne répond pas aussi bien. Peut-être qu'avec les symptômes ou l'avancement peut-être d'une fibrose ou de troubles de rein ou de problèmes cardiaques reliés à la sclérodermie, la personne, ça se passe moins bien. Donc, malheureusement, j'aimerais donner de l'espoir, mais je ne peux pas. C'est sûr que ça en donne de par l'histoire de ma mère, mais chaque cas est différent. Oui. Donc, c'est difficile de pouvoir dire à tout le monde que la sclérodermie, vous allez vivre avec ça toute votre vie, mais puis vous n'aurez plus vraiment de symptômes, puis la médication va faire effet. Je ne peux pas dire ça, malheureusement. De là où c'est important d'en parler pour que ça soit pris vite le plus possible, je présume, parce que plus c'est... puis ça, c'est un peu comme dans n'importe quoi. C'est dans la prise en charge d'un cancer. Plus on est proactif, plus on a des possibilités de limiter, entre guillemets, tout dépendant de... les dommages. Parce que ce que j'en comprends, c'est que c'est très personnalisé. Comme maladie. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Il semble avoir tellement d'impact et c'est très difficile à faire un topo, en fait, parce que il y a beaucoup de facteurs. Exactement. Puis les facteurs, en fait, les raisons pour lesquelles les gens ont la sclérodermie, on a encore de la difficulté à définir le comment du pourquoi. Ouais. Il y aurait beaucoup les causes environnementales, le fait d'avoir été avec longtemps confronté à des produits chimiques. Donc, on pense qu'il y a un aspect environnemental présent. Au niveau de la génétique, c'est un petit peu peut-être nébuleux. Donc, c'est dur. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr pour la recherche, on aimerait trouver la cause et donc on pourrait faire de la prévention, etc., etc. Mais là, l'important, c'est quand on est dans le présent, quand même qu'on trouverait la raison du pourquoi. L'important, c'est d'agir dans le moment, de trouver une avenue là, pour pouvoir justement essayer de soulager les souffrances ou les symptômes de la maladie. En tout cas, je te confirme que tu fais une excellente porte-parole. Puis, non, mais je suis contente qu'on prenne le temps d'en parler parce que il faut parler de ces choses-là. Puis il faut en parler avec cœur, avec bienveillance, puis être capable d'illustrer un portrait. Mais tu sais, sclérodermie.ca, je crois, c'est le site où les gens peuvent... toute l'information. C'est ça. Moi, j'ai fait un petit tour rapide avant notre rencontre, juste pour avoir une idée. Puis tu as réalisé des capsules dernièrement aussi pour expliquer certains aspects. Fait que... le fait que tu t'impliques puis que ça donne aussi ça, c'est pas du vent dans les voiles, c'est un peu galvaudé parce que, bon, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ça donne un souffle puis on sent ta proactivité à travers l'organisme, en fait, tu sais. On sent qu'il y a du mouvement, puis tu sais, tu me parles du congrès, fait que c'est formidable, là. Vraiment. C'est une actrice de changement. Ah, mon Dieu! Je prends part à ça, mais il y a quand même une équipe extraordinaire en arrière. Puis, c'est des gens vraiment de cœur.
Puis sans eux, tout ça serait pas possible. Donc, c'est important. Les associations dans la vie, c'est important que ça existe comme ça. Si j'avais un conseil à donner aux gens, justement, je trouve que c'est important. Tu sais, même moi, à mon jeune âge, je fais quand même des examens annuels chez le médecin juste pour faire une petite vérification, tu sais, que tout soit correct. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça. C'est le contraire de ma mère. Ma mère a fait toujours des suivis rigoureux sur sa santé. Mais il y a des gens comme ça qui vont jamais consulter. Puis j'aimerais juste envoyer peut-être un message aux gens dans la trentaine qui voient leurs parents vieillir, donc trentaine, quarantaine et plus, de les inciter à aller faire des petites vérifications annuelles parce que des fois, on peut découvrir des choses, puis ça nous amène vers d'autres choses, puis des fois, on le sait pas, mais on peut avoir une maladie ou un problème, tu sais. C'est sûr que souvent, on se fie sur notre condition. Puis ma mère, elle, c'est avec les symptômes qu'elle avait qu'on a pu voir, déceler qu'elle avait une maladie. Mais j'aimerais juste quand même envoyer un message que la prévention, tu sais, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. C'est une phrase dans le domaine de la santé qui est très de mise. Donc, c'est le message que j'aimerais envoyer, entre autres. Depuis le début de notre échange, tu m'as fait part de la reconnaissance, du fait que tu étais privilégiée. Puis j'avais le goût qu'on parle de gratitude ensemble parce que je trouve que ça te colle à la peau, en fait, que tu es un bel exemple de femme qui est reconnaissante puis qui apprécie. Puis des fois, j'ai l'impression peut-être qu'on oublie de prendre ce temps-là pour apprécier et remercier. Oui. Et j'aimerais connaître ta définition de la gratitude. Oh, wow! Hey, c'est profond, hein? Quelle est la définition de la gratitude? Bien, c'est sûr que quand je pense à gratitude, je pense au mot « merci ». Donc, pour moi, la gratitude, c'est de reconnaître que quelqu'un, par un geste, par une parole et par le temps qu'il a pris. Parce qu'en fait, la chose la plus précieuse qu'on peut donner à quelqu'un, c'est le temps. Parce que, gars, en ce moment, je te donne de mon temps et c'est du temps que j'aurais pu prendre pour faire autre chose. Oui. Et c'est du temps de ma vie qui avance et que dans le 5 secondes n'existe plus. Donc, quand quelqu'un te donne de son temps, comme je te dis, de par un geste, de par une parole, pour moi, la gratitude, c'est de reconnaître ça et de remercier cette personne-là. Et tu sais, souvent, quand on donne, il ne faut pas penser de recevoir, mais je pense que c'est quand même important que quand quelqu'un prend ce temps-là, de lui démontrer, bien, la base, c'est vraiment le merci, mais des fois, on peut aller au-delà. Puis je pense que c'est toujours de ne pas oublier. D'avoir toujours en tête, de se souvenir que la personne, elle a fait quelque chose pour nous. Puis des fois, ça peut peut-être prendre du temps, mais on peut quand même, des fois, lui retourner l'appareil, lui rendre un service à un moment donné, ou de penser à cette personne-là pour X choses, pour faire une espèce de boucle. Tu sais, je pense que dans la vie, quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup, mais des fois, c'est pas nécessairement « je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau ». C'est que la vie va nous envoyer des belles choses. Puis je pense que la vie me le rend bien. Puis tu sais, si on pense à la loi de l'attraction, tu sais, toutes ces affaires-là spirituelles, tu sais, souvent, moi, dans la vie, je parle à l'univers. Donc, j'envoie beaucoup à l'univers. Puis je sais que c'est important, les espèces d'ondes qu'on envoie, là, de positivisme et tout, mais je pense que le fait que je sois autant dans la gratitude et aussi de croire en moi et de faire de la projection. Tu sais, comme quand j'ai animé à la radio, pendant longtemps, j'ai dit que je souhaitais, en fait, que je me voyais animer à cette radio-là, puis je voulais aller animer là, et ça s'est concrétisé. Quand on me parlait de Météo Média, je trouvais que ça se pouvait. Donc, j'ai comme dans ma tête projeté que c'était possible. Donc, souvent, j'ai l'impression, puis mon chum est beaucoup comme ça. Mon chum m'a toujours dit, moi, je le sais que je vais être chanteur. Moi, je le sais que je vais faire ci. Moi, je le sais que je vais faire ça. Quand tu dis que tu le sais, là, c'est parce que tu es déjà rendu, que tu le possèdes déjà dans ton esprit. Puis tu ressens déjà le sentiment, le feeling que ça va être quand ça va vraiment arriver. Et ça attire vers toi ces choses-là. Et ça, c'est beaucoup de lectures de croissance personnelle cet été que j'ai fait aussi. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis ça m'intéresse énormément.
Mais je pense que c'est tout ça, la gratitude. Tu sais, quand on a de la gratitude envers la vie, c'est plus facile d'avoir une espèce de retour. Oui. Puis je pense qu'il n'y a pas de... Dans ton discours aussi, il n'y a pas nécessairement de prise pour acquis. Non. Tu sais, de jamais prendre pour acquis. Puis je pense que c'est une de tes forces. Parce qu'on le sent dans la progression de ton parcours. Il y a à chaque étape une appréciation, puis un petit grain de confiance qui augmente, puis cette espèce de j'apprécie ce que je vis, j'en profite pleinement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arrêter. Tu sais. Puis c'est ça aussi le risque du travail autonome, mais en même temps, ça vient se rebalancer par la confiance, la force, puis le désir de faire ça. Exact. En fait, c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre. Puis aussi, je pense que j'ai souvent vu mon chum, justement, vivre des déceptions ou d'avoir des défis. Ouais. J'allais dire échec, mais j'aime pas le mot échec parce que je pense pas que mon chum a vécu des échecs. Et là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que étant chanteur, c'est sûr que, et ça, c'est le cas de tous les chanteurs et chanteuses du Québec, tout le monde a passé des auditions pour des projets musicaux. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas tous décroché. Donc, tu sais, à chaque fois qu'ils décrochaient pas quelque chose, ou versus quand ils décrochaient quelque chose, c'était de savourer chaque moment que tu vis dans le projet. Et ça, j'ai beaucoup réalisé que quand mon chum est dans un projet, il vit à 150 % parce qu'à un moment donné, il sait que c'est éphémère puis que ce projet-là va se terminer. Donc, les rencontres que tu fais, les moments que tu vis, la scène, l'après-scène, quand tu as le petit party d'après, tu sais, que tu prends une bière après puis que tu discutes, puis etc., ça, là, des fois, le projet va jamais revenir. Fait qu'on est dans un métier où chaque chose qu'on vit est éphémère. Parce que c'est une parcelle de petites choses que tu vis, puis à un moment donné, tu le vis plus. Parfois, tu le revis parce que le spectacle revient. Ou en tant qu'animatrice, des fois, il y a des clients qui me reprennent. Mais la soirée qu'on a vécue ensemble, elle est unique. Quand même que je vais refaire ton gala l'année d'après, peut-être que ce ne sera pas en fait les mêmes personnes qui vont remporter. Ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes avec qui je vais travailler parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir changé de poste ou quoi que ce soit. Donc, j'ai comme compris à travers le temps qu'on était privilégiés de faire ce métier, qu'on était privilégiés d'être choisis pour ce qu'on fait. Ne serait-ce que les arts de la scène, tu sais, de faire en direct de l'univers, que je sois choriste sur l'émission alors qu'il y a tellement de gens qui auraient pu y être, mais que ce soit moi, tu sais, puis on savoure chaque instant, puis on a appris en équipe à ne pas prendre ça pour acquis, parce que justement, on ne le sait jamais si l'émission va revenir. Mm-hmm. Puis dans la vie, des fois, on peut avoir des déceptions quand on prend pour acquis, puis finalement, on pensait qu'un projet revenait, puis il ne revient plus. Fait que c'est aussi une forme de protection. Fait qu'il faut être très vigilant. Donc, c'est vraiment au niveau artistique et même au niveau n'importe quoi. Oui. Tu peux avoir un emploi super stable, puis à un moment donné, il y a une mise à pied inattendue, puis t'es comme... Ou la pandémie, le meilleur exemple. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, puis on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une pandémie, puis quelque chose comme ça existerait. Ça, je pense que ça a remis beaucoup en perspective les choses, puis que depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens maintenant qui vivent beaucoup plus un jour à la fois par rapport à leur emploi, du moins, puis de ne pas prendre les choses pour acquis. Oui, puis la même chose pour la santé. Ta mère en est un bel exemple. Mm-hmm. Est-ce que ta vision de la vie a changé depuis cette épreuve-là? Oui. Hey, c'est une très bonne question. En fait, je me rends compte plus que jamais. En fait, je pense que quand tu es confronté à la maladie, tu te dis, là, c'est important de faire des choses pour me rendre heureux, heureuse. Donc, de ne plus perdre du temps, que ce soit avec des gens nocifs, que ce soit avec un emploi que tu n'aimes pas, que ce soit dans une relation qui te rend malheureuse ou malheureux. Je pense que moi, puis là, mon seul regret peut-être dans ma vie actuellement, là, si je fais une rétrospective, c'est peut-être de ne pas avoir assez voyagé. J'ai accordé beaucoup de temps pour mon travail. Par contre, c'est ma passion, puis c'est tout ce que j'ai vécu, j'effacerai rien, puis je recommencerai rien. Mais peut-être qu'à travers ça, parfois, je trouve que j'ai peut-être pas assez pris le temps de profiter. Malgré que je profite, comme je te dis, c'est un peu dur. Hein? Quand ton métier, c'est ta passion, tu profites de la vie parce que tu fais ta passion, mais ça reste que c'est quand même un travail, même si je considère que c'est pas un travail. Il y a autre chose. Il y a de la fatigue qui vient avec ça, etc. Mais parfois, j'ai beaucoup négligé
de la famille, des amis, par manque de temps. Parce que j'ai un métier aussi que la fin de semaine, je suis pas présente ou des fois, je suis partie en tournée ou quoi que ce soit. Puis des fois aussi, de prendre du temps avec mon chum, avec mes amis, avec ma famille, puis de dire là, on va se faire un bon souper, on va partir en escapade dans un chalet, de prendre plus le temps de le faire. Puis mon regret, c'est de ne pas avoir vraiment voyagé assez. Comme, tu sais, à ce jour, j'ai pas encore été en Europe, tu sais. Puis des fois, je me dis, Colin, ça fait longtemps que j'aurais dû y aller. Parce que financièrement, j'ai toujours été capable, en fait, du moins depuis que, tu sais, que financièrement, ça va bien, là, depuis quelques années. Oui. Tu sais, depuis que j'ai ma maison. Depuis quand j'ai eu ma maison, c'est parce que j'étais capable de m'acheter une maison. Donc, à partir de ce moment-là, j'aurais pu voyager aussi, malgré qu'on a fait des choix de rénovation de maison. Donc, les sous, on les a mis là. Fait que je peux pas avoir de regrets, mais de par la perspective que la maladie peut exister, puis on sait jamais. Oui. Bien là, à ce moment-là, on dirait qu'à partir de maintenant, je veux vraiment, prendre du temps et faire comme là, je dois voyager, je dois prendre du temps pour moi. Et moi, je l'ai fait cet été, ce temps-là pour moi. J'avais un été très tranquille devant moi, puis au lieu d'aller me chercher des choses, je l'ai pris ce temps-là. Donc, beaucoup de prendre de l'air, de voir la famille, amis et lire des livres de croissance personnelle. Je l'ai fait. Puis je pense même que ces livres-là, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas pris de notes et là, je veux les relire pour me prendre des notes. Puis je veux me faire une espèce de livre que je pourrais lire un peu à chaque jour, puis mettons lire une page, puis juste relire des belles phrases parce que des fois, je retombe dans mes patterns de pensée, des fois, qui sont pas toujours positives. Ou, tu sais, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la peur. Donc, de revenir au moment présent, la gratitude, faire confiance en la vie. Ça, c'est un grand défi que j'ai de faire confiance en la vie. C'est beau. Oui. C'est un beau partage. Je t'ai préparé un petit moment en direct de l'univers. Parce que on a travaillé ensemble sur ce show-là. On avait plein de projets coulisses qu'on souhaitait réaliser. Puis bon, les saisons vont vite. Il y a des choses qui n'ont pas pu se concrétiser. Fait que je me suis dit qu'on faisait ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. J'adore. C'est un projet fort de ta carrière. Tu vis des expériences surréelles. On en a vécu certaines ensemble durant les années que j'étais sur ce plateau-là. Fait que je t'ai préparé un petit quiz pour connaître des anecdotes marquantes. Parce que c'est un plateau qui bouge. Pour mettre en contexte les gens qui ne connaîtraient peut-être pas l'émission, c'est un plateau qui reçoit un invité et c'est rempli de surprises, de gens qui l'aiment. Il y a des chansons qui sont... en fait, c'est un formulaire, en fait, que la personne remplit de chansons qui la fait vibrer, qui la touchent. Qui ont marqué sa vie. Qui ont marqué, exactement, à différents moments. Et là, c'est comme un espèce de gros bouquet de fleurs, de chansons qui lui est offerte. Et ça fait plusieurs années. Là, c'est la 15e saison. Exactement, oui. Donc, il y en a, là, quand même. Il y en a de l'expérience, des affaires à donner des frissons sur les bras. Fait que c'est pas des questions faciles, Caro. Je sais, parce qu'en fait, moi, ça va faire 11 ans que je suis sur l'émission en tant que choriste. Donc, on parle de plus d'une centaine d'émissions. Fait que là, des fois, en tout cas, j'ai hâte de voir tes questions, mais des fois, c'est ça, ça va demander peut-être une petite réflexion. D'abord, bon, c'est un univers à chaque fois parce que chaque personne change chaque semaine. Est-ce qu'il y a un univers qui t'a marqué et pourquoi? Puis là, comme tu me dis, il y en a peut-être une centaine, fait que c'est une grosse réponse, là, mais... Ouais. En fait, est-ce que tu me permets quand même de peut-être en nommer 3, mais de t'expliquer? Écoute, parce que je te donne le droit. Univers, parce que des fois, c'est propre à chacun. Hein. Moi, je pense que tu poserais la question à mes collègues, amis choristes, et ils te répondraient peut-être une réponse différente de la mienne. C'est sûr. Je me rappelle que l'univers de Garou, dans mes goûts personnels, c'était vraiment extraordinaire. On a chanté avec Tina Arena, qui est une artiste qui vient de l'Australie, qui avait déjà fait dans le temps un duo avec Mark Anthony, que je chantais avec mon chum quand j'étais un peu plus jeune, là, I Want to Spend My Lifetime Loving You, qui est une chanson qui était du film Zorro. Donc, quand j'ai chanté avec cet artiste-là, parce qu'on a la chance de chanter avec des artistes internationaux, ça, c'est juste totalement incroyable. Puis avec elle, on avait chanté « I Wanna Know What Love Is ». Puis elle était tellement incroyable et intense. Je t'en parle, là, Sandrine, j'ai des frissons en ce moment. C'était tellement puissant, puis on était avec une chorale gospel.
On a pleuré, c'est venu me chercher, puis c'était comme tellement incroyable. Puis avec la gang, on a chanté aussi, il me semble qu'on a chanté Papa Was a Rolling Stone, puis tout ça avec la chorale gospel m'a transporté, était incroyable. Dans le fond, il y a un lien avec mes 3 affaires. Check bien ça. On vient de faire l'univers de Kim Richardson. On a pleuré également comme pas possible. Parce qu'il y a la sommité, la royauté, en fait, du gospel aux États-Unis qui s'appelle Lady Tremaine, qui était présente. Puis elle était dans le fauteuil de France en répétition. Une belle dame, une dame assez, tu sais, comme une dame, elle est noire, une dame du gospel, habillée là, avec des vêtements un peu à l'africaine, tu sais, des vêtements amples, avec un gros bijou. Elle était magnifique, bien mise. Et elle expliquait justement à la chorale que la section des altos faisait pas la bonne note, puis elle l'a expliqué avec gentillesse et bienveillance, puis elle leur a fait changer une note. Donc, c'est comme si on avait un masterclass de chansons gospel, OK? Puis la note a tout changé dans la chanson. Ça l'a fait élever la chanson. Et la dame chantait divinement bien, et même si c'est pas juste, elle faisait pas juste chanter, là. C'est comme si, parce que c'est une chanson gospel, donc on parlait de Dieu, on parlait de ça dans tout ça. Et pour vrai, Sandrine, je me suis élevée. Fait que ça fait 2 fois que je te parle de gospel, là. Dans le fond, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est lorsqu'on chante avec des chorales gospel, c'est tellement puissant, c'est tellement plus grand que nature, ça va tellement chercher des émotions que... Mon Dieu, que c'est plus grand que nature. Et l'autre lien que je ferai, l'univers de Serge Fiori. Serge qui est sorti de sa tanière parce qu'il n'est plus vraiment dans les médias. Et là, il est venu sur En direct de l'univers. Fait que c'est un honneur pour nous d'avoir Serge Fiori. Et on a chanté avec lui, on a chanté la chanson Comme un sage avec Louis-Jean Cormier. Puis au début, la chanson, ça commence, puis c'est juste des voix et tout. Puis à un moment donné, le refrain embarque. Et là, Serge Fiori est venu chanter. Il est sorti de son siège. Il est allé chanter. Fait que là, on était comme, mon Dieu, Serge Fiori chante. Là, ça fait comme des années qu'on... Et je te dis, cette chanson-là est tellement... J'ai juste le mot « s'élever » dans la tête, là. Je ne veux pas le chanter, mais les gens qui connaissent la chanson Comme un sage, le refrain et tout. Et je te le dis, Sandrine, mes pieds ont levé de terre. J'ai lévité. J'ai regardé tout le monde autour et on pleurait toutes. Les musiciens, les chanteurs, c'était tellement puissant, puis je t'en parle encore avec des frissons. Fait qu'à 3 reprises sur le plateau, il y a eu des chansons comme ça qui m'ont transportée. Puis c'était plus grand que nature, puis c'était tellement puissant. La puissance de la musique, la puissance des mots, la puissance du fait qu'on est en groupe, tout le monde ensemble, qu'on chante dans un seul et même but de rendre quelqu'un heureux et de faire plaisir. Donc, je te dis, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc, moment marquant, c'était ça ta question, un moment marquant oui, et univers tout. Marquant. Univers marquant. Je me dois de mettre ces 3 univers-là ensemble pour l'aspect gospel, l'aspect plus grand que nature là, que ça me fait vivre avec la gang. La communion, en fait. La communion. L'ensemble des voix crée quelque chose de plus grand. Et oui, et la musique est un langage universel. Oui. Peu importe la langue que tu parles, on peut tous chanter ensemble. Peu importe la couleur. Hey, je m'émeus moi-même en le disant, je pleure. Voyons donc. Peu importe la couleur, la religion, ça m'émeut vraiment de dire ça, mais c'est vraiment, comme autant que le langage des signes est universel, la musique est universelle. Puis j'ai tellement découvert sur ce plateau-là des gens extraordinaires. Puis de s'immiscer dans la vie personnelle aussi des gens qui sont sur la chaise, de faire des découvertes musicales, de faire des découvertes d'artistes et de faire des découvertes aussi des gens sur la chaise qu'on pense connaître. Puis il y a souvent des gens qui disent « Ah, un tel, je l'aime pas vraiment. » Puis là, « Ah, je vais l'écouter quand même. » Puis finalement, ils se rendent compte « Ben voyons donc, je savais pas que la personne était comme ça. » Ou ça explique pourquoi la personne est comme ça, parce qu'elle a vécu telle chose. Fait que c'est fou à quel point on met plein de choses en perspective puis dans cette émission-là, tu sais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des artistes ou un
un ou une artiste qui a été une révélation parce que tu dis, il y a des artistes de tous les horizons, des 4 coins du globe qui viennent sur le plateau. Est-ce qu'il y a une rencontre marquante? Tu en as sûrement eu plusieurs, là, mais une qui te vient en tête? Mon Dieu. Ça, c'est tellement difficile parce que j'ai l'impression qu'à chaque émission, il y a tout le temps, à un moment donné, un artiste que je fais comme « Oh, wow! » tu sais, de par sa voix, de par son attitude, de par sa bienveillance, de par... tu sais, il y a tellement... C'est tellement difficile à répondre comme question. Puis, tu sais, oui, je pourrais te nommer des artistes internationaux parce qu'il y a quelque chose quand même d'impressionnant. Mais je pense que j'ai quand même le goût de te parler de nos artistes au Québec, à quel point ils sont extraordinaires. Puis que c'est à travers le temps, il y a des gens comme ça qui sont devenus comme presque des amis, tu sais. Fait que je te dirais que juste par leur gentillesse, leur disponibilité, leur professionnalisme, tu sais, on a des Luce Dufault, Kathleen Fortin, Benoît Méguénis, tu sais, Véronique Claveau. Écoute, je pourrais tellement t'en nommer, puis là, je me sens mal de pas tous nommer parce qu'il y a des gens qui feraient comme « Ah, elle m'a pas nommé! » tu sais. Mais je te dirais Non, mais c'est un clin d'œil, c'est une parcelle parce que je sais que la parenthèse est grande, là. C'est juste que j'ai l'impression que les artistes que j'apprécie le plus qui viennent, c'est les gens qui arrivent préparés, c'est les gens qui sont passionnés, c'est les gens qui sont reconnaissants d'être sur le plateau et qui se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être là en tant que tel. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça te répondre une autre réponse, dans le sens que, tu sais, quand on pense à quelqu'un de marquant, comme je te dis, j'aurais nommé quelqu'un de big, comme on dit, tu sais. Mais je pense que c'est dans la simplicité, simplement, que je suis impressionnée par juste... Moi, j'apprécie les gens qui sont artistes, mais que lorsque je leur parle, on est égaux. Oui, humain à humain. Exactement, tout simplement. On fait le même métier ou parfois c'est un comédien qui se joint à nous, puis sans prétention, il vient chanter, puis ou elle vient chanter, puis, tu sais, la personne, elle a quand même un certain talent, ou pas vraiment, mais en toute humilité, la personne, elle vient, elle se prend pas trop au sérieux, mais elle est préparée. Moi, je trouve ça important, les gens qui arrivent préparés. Je trouve ça important, les gens qui arrivent sur le plateau puis qui nous saluent, puis qu'on sent que dans le moment, on va faire un travail d'équipe ensemble, puis qu'on va s'entraider, tu sais. Dans le milieu médiatique, de durer pendant 15 ans, c'est énorme, en fait, aujourd'hui. Oui. Comment tu penses que, de ton point de vue de choriste, puis de ton point de vue d'artiste qui est sur le plateau depuis plus d'une décennie, comment tu penses que le show continue de se démarquer après 15 ans? C'est fou, hein, parce que la formule a jamais changé. Puis des fois, il y a des émissions comme ça qui ont besoin de se renouveler, parce qu'à un moment donné, on sent que ça... On a fait le tour. On a fait le tour, exactement, tu sais. Puis que c'est comme du surchauffé, là, tu sais. C'est ça le mot que je cherchais. Mais je pense que ça part beaucoup de France. Et là, elle aimerait pas ça, je dis ça, parce que France, c'est la personne qui va toujours remettre les choses à l'autre. Tu sais, qui dit toujours... c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'équipe, tu sais. Elle va ramener toujours tout à l'équipe. Mais France, c'est une capitaine incroyable. Puis par sa bienveillance, son écoute et son désir de faire plaisir aux autres, de mettre les gens en lumière, puis de leur donner une soirée extraordinaire, ça part de France. France, c'est une artiste, c'est une animatrice qui est très aimée dans le domaine, de par sa gentillesse, de par sa bienveillance. Et vient ensuite, justement, le travail incroyable de tout le monde sur le plateau. Je pense que les gens à la maison le ressentent à quel point il y a de l'amour sur le plateau, à quel point qu'on est là pour les bonnes raisons, à quel point que peu importe c'est qui est sur la chaise, tout le monde va avoir donné son 110% pour donner le maximum, que ce soit pour faire plaisir à la recherche, les éclairages, le choix des projections, la qualité du son. Nous, en tant que choristes, là, les arrangements musicaux, les artistes, tu sais, le fait qu'ils se donnent, que nous, on les aide si jamais il y a un pépin ou quoi que ce soit, de tout l'amour qui est donné. Je pense que les gens à la maison ressentent l'amour, sont émus. Puis, je trouve que c'est tellement un beau partage parce que c'est comme ça que je ressens qu'on peut avoir une espèce de... Mais c'est ça, c'est vraiment le partage, puis de faire plaisir aux autres, tu sais. Puis je pense que les gens à la maison, ça leur fait vraiment du bien. Puis dans la pandémie, on a accompagné beaucoup les gens. Puis j'ai l'impression que, tu sais, il y a eu l'émission de Céline Dion
qui, là, nous a permis vraiment d'avoir un écho à l'international pour peut-être avoir d'autres personnes pour dire, écoute, on n'est pas juste une petite émission du Québec, là. Tu sais, notre émission, elle a raison d'être, puis on fait plaisir aux gens, on fait du bien aux gens à la maison, on fait plaisir aux personnes sur la chaise, mais on est capable d'avoir des gros noms. Fait que Céline Dion a ouvert la porte. Fait qu'on dirait qu'à partir de Céline Dion, je pense que c'était en 2018, l'émission a pris une certaine notoriété de plus. Puis avec la pandémie, ça a été vraiment quelque chose parce que on a fait un spécial pour la fête des mères. Puis ça n'existait pas dans le concept, là. Parce qu'habituellement, il y a un artiste, il y a une personne sur la chaise ou il y a certaines personnes qui viennent en groupe pour une thématique, quoi que ce soit le jour de l'an. Mais là, on avait besoin de faire plaisir aux gens à la maison parce qu'ils étaient seuls. Puis on a accompagné tellement de gens comme ça qui étaient seuls à la maison. Puis les gens, justement, se sentaient accompagnés, sentaient qu'ils n'étaient pas seuls, puis ça les divertit, puis ça les rend heureux. Puis des fois, les gens sur la chaise, ce sont des gens qui nous ressemblent, qui ont vécu des choses qu'on a vécues, ou qui aiment les mêmes chansons que nous, ou ça nous fait découvrir des choses, tu sais. Fait que... Mais pour revenir vraiment à ta question, je pense que les gens ressentent l'amour, puis toute la famille qu'on forme, puis la bienveillance, puis le désir de plaire au public et de plaire à la personne aussi sur la chaise. C'est ça, la durabilité, je pense. Alors, je vois pas la fin, je t'avouerai. C'est sûr qu'on se dit qu'à un moment donné, la fin va devoir être annoncée par France. J'ai l'impression que c'est quand France va prendre la décision. Mais ça va être dur de la prendre parce qu'elle ne voudra pas nous laisser tomber. Mais je pense que quand France voudra cesser, on pourrait pas continuer sans elle. Mm-hmm. Puis c'est notre capitaine, donc ça revient de elle. Mais écoute, sur ses épaules, c'est tellement grand. Parce qu'en fait, Radio-Canada, qui est le diffuseur, tu sais, qui nous épaule dans tout ça, tu sais, je pense pas qu'ils veulent que ça se termine non plus parce que ça se passe super bien. Donc, on dirait que je ne verrais pas que le réseau dise à un moment donné, bien, vous devez cesser. Parce qu'il y a des émissions, malheureusement, que c'est le cas. Puis ça arrive souvent. On prend la décision que l'émission, elle va arrêter, mais nous, les codes d'écoute sont au rendez-vous. Puis, ça se passe super bien. Fait que je pense qu'un jour, France devra prendre la décision, mais... je sais pas, tu sais, ça va être très difficile. Mais là, pour le moment, profitez. Oui, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Vous. Puis ça commence en feu, là, c'est incroyable. Puis à chaque semaine, on pleure, puis on vit des affaires, puis on est comme, voyons donc, ça se peut pas. Là, il y a comme une effervescence autour de la 15e saison parce qu'on dirait que, tu sais, un chiffron comme ça, on se rend compte qu'on a réussi à se rendre jusque-là, on est reconnaissant. Puis là, on veut innover un peu, tu sais, on veut faire plaisir aux gens parce qu'on est comme, c'est une année anniversaire, tu sais. Fait qu'on veut que ce soit gros, que ce soit marquant, tu sais. Bien, je vous le souhaite. On va regarder ça de près et de loin. Caroline, je termine tout le temps mon podcast avec mon segment « Les 3 petites questions ». Oui. Et ce sont les mêmes questions que je pose à toutes mes invités, mais c'est tellement riche ce qui en ressort parce que chaque tête de cochon a sa propre vision et c'est ça que j'aime aller chercher en conclusion de podcast. Alors, la première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Ce qui fait de moi une tête de cochon, c'est que, tu sais, je pense que j'ai décidé que j'avais une vie à vivre puis que c'est important pour moi d'être heureuse à tous les jours. Donc, ma tête de cochon, c'est justement un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de plus me laisser miner par des émotions négatives, des gens négatifs, quelque chose dans... C'est sûr qu'on ne fait pas toujours ce que... Tu sais, dans chaque chose que je fais dans mon travail, des fois, il y a peut-être des choses qui peuvent moins me plaire. C'est normal, tu sais. Mais je ne vais pas aller me mettre dans des situations embarrassantes ou des choses, tu sais. Fait que je pense que ma tête de cochon, c'est dans les choix que je fais dans ma vie. Puis que je me permets plus d'aller dans des zones où ce que je suis inconfortable ou que ça me rend malheureuse ou que ça me crée de la peine, de la peur, de la colère. Donc, je fonce, puis c'est ça qui est important pour moi, là, d'avoir un sentiment de liberté et de bien-être à tout moment dans ma vie. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? D'avoir confiance en soi, de ne pas se comparer aux autres
Et là, je parle beaucoup des gens dans mon domaine parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui chantent, il y a tellement de gens qui font du théâtre, il y a tellement de gens qui sont comédiens, il y a tellement de gens qui animent. Donc, tu sais, elle est où ma place là-dedans? Mais je pense que faut juste foncer parce que je pense que la pire chose, c'est d'avoir des regrets dans la vie. Puis la pire chose que tu vas te faire dire, c'est un non. Puis un non ne devrait pas être une finalité. Donc, c'est juste de foncer. Puis à un moment donné, bien, tu peux changer de chemin. Si tu juges que tu es allé au bout, que tu as assez bûché, puis qu'à un moment donné, tu es allé vraiment au bout de la chose parce que tu ne pourras plus continuer comme ça à te battre. Mettons quelqu'un qui réussit jamais à atteindre son objectif, c'est correct aussi de changer le cours des choses, tu sais. Mais c'est important. Puis, tu sais, en même temps, une chance qu'il y a des gens dans la vie qui font certains métiers sans se poser de questions. Parce que j'aimerais remercier les gens qui font des métiers que d'autres personnes disent « Moi, je ferais jamais ça. Mm-hmm. » Puis ça en prend des gens qui se posent pas de questions. Moi, j'ai une amie qui a un travail parce que c'est payant. Puis elle aime pas son travail, mais pour elle, pour vivre bien puis nourrir sa famille et tout, elle a décidé de prendre un métier qui était sûr puis de faire ça. Puis ça en prend des gens comme ça. Par contre, moi, je lui souhaite de quand même faire des choses qu'elle aime à travers ça. Fait que si c'est la décision qu'elle a prise, c'est quand même de se réaliser ailleurs. Fait que je pense que peu importe le domaine, c'est de foncer. Il y en a que ça ne sera pas dans le travail, que ça va être dans une passion. Bien, va jusqu'au bout parce qu'on a juste une vie à vivre. On n'a rien à perdre. Puis, il n'y a rien de plus beau que d'être fier de soi. Ça, moi, ça m'émeut. Quand je suis fière de moi, là, je fais comme « wow, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait ça ». Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que la fierté. Puis la confiance en soi, souvent, c'est ce que les gens n'ont pas. Puis la base, c'est la confiance en soi. Puis ça, c'est tellement un travail. Il y en a là, que ça va être le travail d'une vie. Moi, j'ai la chance vraiment d'avoir confiance en moi. Puis c'est pas de la prétention, vraiment pas. Mais j'ai été dans une famille, justement, qui m'ont toujours encouragée, qui m'ont toujours applaudi pour mes talents. Puis, tu sais, ils m'ont toujours supportée. C'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que c'est important de s'écrire sur une feuille, de faire une rétrospective, puis de se dire, moi, mes forces, c'est ça. Puis, je dois juste continuer là-dedans, puis d'avoir confiance en soi. Mais ça dépend de ton environnement, ça dépend de la relation dans laquelle tu es, les amis que tu as. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là, mais je pense que c'est quand même la base de tout. Fait que c'est de foncer, puis de jamais abandonner, finalement, à moins d'avoir atteint sa limite. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh mon Dieu! C'est une très bonne question parce que en ce moment, je te dirais que je suis dans ce qui me plaît. Tu sais, dans le sens que j'ai l'impression que je me dis, si ma vie continuait comme ça, toute ma vie, je serais vraiment heureuse que ça poursuive ainsi, tu sais. Fait que c'est sûr que dans 10 ans, j'aimerais encore chanter en direct de l'univers. C'est sûr. Pour le 25e! Écoute, ça serait incroyable, c'est sûr. Je veux continuer à animer. Puis je pense que j'aimerais me lancer le défi d'aller hors de ma zone de confort. Puis là, je me le suis dit là, que pour la prochaine année, j'allais devoir atteindre cet objectif parce que j'anime vraiment des types particuliers de... tu sais, j'anime des galas, des congrès et tout. Mais tu sais, souvent, je veux pas animer des panels parce que je me sens imposteur si je connais pas un certain sujet, puis je veux pas avoir l'air nounoune de parler à des personnes qui ont beaucoup d'expérience ou des hauts placés dans la vie, puis je fasse comme mon Dieu, tu sais. Des fois, je me dis, je vais devoir le faire pour gagner ma vie davantage dans ce domaine qui me passionne, ou de faire également des assemblées générales annuelles, tu sais, d'animer ça. C'est sûr que ça m'allume un peu moins que d'animer des galas et tout, mais ça fait partie quand même du métier. Oui. Fait que c'est d'acquérir plus de polyvalence dans mon métier. C'est sûr, j'aimerais encore être porte-parole de Sclérodermie Québec. Et c'est sûr que de faire un podcast, Sandrine, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Vraiment. Vraiment, vraiment beaucoup. Je connais pas encore le sujet, mais de faire ça avec toi aujourd'hui, puis en fait, j'aime tellement faire habituellement, c'est pas moi, je suis derrière le micro pour poser des questions, mais c'est toi qui le fais aujourd'hui, puis je me plais beaucoup avec cet exercice-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais plus faire.
parce que on grandit tellement en écoutant les autres. Puis des fois, on est un petit peu trop dans notre bulle puis dans notre vie et tout, mais de s'ouvrir aux horizons, aux autres façons de penser, c'est vraiment intéressant. Donc, je te dirais vraiment d'élargir mes horizons en animation. Puis, tu sais, mon chum a toujours voulu que je sois animatrice à la télé parce que je l'ai déjà faite dans mon début de parcours. Puis, des fois, je me dis, est-ce que je voudrais vraiment ça? Parce que je trouve qu'il y a un peu de vedettariat là-dedans qui vient avec ça. Oui, absolument. Puis je commence à me faire reconnaître beaucoup avec En direct de l'univers, ce qui fait que je dois quand même faire attention à mes agissements en public, à comment je suis. Puis, tu sais, donc, déjà là, je commence un peu à avoir certaines personnes qui me reconnaissent, mais si j'anime à la télé des fois, là, j'ai l'impression que je pourrais devenir le mot vedette ou, tu sais, d'avoir une certaine notoriété. Puis je sais pas si je veux ça nécessairement. Parce que dans la vie, je pense que je suis comme toi, comme l'autre. C'est juste que je fais un métier qui peut être adulé, pour qui les gens nous admirent, tu sais. Mais en même temps, quelqu'un qui fait des opérations à cœur ouvert, tu sais, moi, je fais du divertissement puis je fais du bien aux gens, mais justement, la personne qui fait des opérations à cœur ouvert, c'est comme wow de chez wow, là. J'ai de l'admiration sans borne pour plein de gens comme ça ou plein de métiers. Donc, je sais pas si j'irais dans cette avenue-là. Parce que j'aime ça mettre les gens en lumière plus que moi. Puis même dans la vie de tous les jours, souvent, quand je suis avec des amis ou que je rencontre des gens, je leur pose des questions. Je me mets pas à parler de ma vie puis de moi. Parce que moi, je la connais, ma vie. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais c'est l'autre que je vais apprendre à connaître puis à apprendre de l'autre, tu sais, pour évoluer. Fait que je pense que je te dirais que c'est pas mal ça. Donc, de continuer à faire ce que je fais, mais d'élargir mes horizons. Bien, je te le souhaite. Merci. Et merci pour ta lumière, pour cette confiance-là, pour ta bonne humeur. Je pense que ça va traverser les ondes. En tout cas, je le souhaite. Bien, merci à toi pour ton temps puis ton invitation. Je l'apprécie. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir, tu sais, sur ma vie, ma carrière, puis j'en ressors juste avec plus de gratitude. Oh, merci, Caro! Merci, Sandrine! Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre support. Et merci à vous d'encourager Tête de cochon en vous abonnant, entre autres, à nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Salut!